Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un dernier vlog sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo annonce pour moi littéralement hier, pour vous il y a plusieurs jours, parce que je pense que cette vidéo sortira en 2026 et ce sera la dernière de la chaîne. J'ai évoqué certaines raisons dans ma dernière vidéo et on reviendra dessus plus tard dans ce vlog-ci, mais alors peut-être parce que je suis une grande romantique, ou alors une meuf cringe, mais j'aime bien commencer un chapitre et le terminer et que ça soit cohérent. Et je sais pas, mais quand des gens sont partis de ma vie, alors que ce soit parce qu'ils soient décédés ou parce que nos chemins se sont éloignés ou parce qu'on s'est disputé ou peu importe, j'aime me souvenir des dernières fois et en fait généralement on se souvient des premières fois qu'on a fait les choses mais pas des dernières parce qu'on ne sait pas que ça va être la dernière en fait. Et j'avais envie de vous offrir un dernier vlog, je ne sais pas s'il va durer 40 minutes ou 2h30, mais peu importe, je me conditionne pas par rapport à ça, je me mets pas de limite. Juste aujourd'hui, on va discuter, enfin aujourd'hui et dans les prochains jours surtout, on va discuter lecture, je vais vous parler des K-dramas que je suis en train de regarder, un petit update vie aussi parce que il s'est passé pas mal de choses et que je vais vous informer de ce qui s'est passé de ma vie parce que ouais, en fait j'ai envie de bien finir les choses et qu'on les finisse comme on a commencé, c'est-à-dire en bon terme et que ce soit juste une dernière vidéo un peu cool à regarder et pas juste un truc larmoyant ou un truc où vous dites ok elle a fait un titre putaclic et elle se casse, elle s'est bien servie de nous et ciao. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses donc voilà, je voulais bien finir les choses telles qu'elles ont commencé. Je crois que ça fait 4 fois que je dis ça, mais bref. Déjà, je vous laisse apprécier ma superbe tasse de Noël parce que je vous tourne ça, on est le 24 décembre. Je suis en pyjama après avoir été acheter mes derniers éléments pour mon repas de ce soir, puisque mes parents viennent à la maison et qu'on se fait un visio avec mon frère, parce que mon frère habite à l'autre bout de la France et qu'il a pas pu venir pour les fêtes. Donc je vais fêter le réveillon avec mes parents et avec mon fils poilu qui est actuellement en train de dormir. Voilà. Je pense que je vous montrerai mes cadeaux au cours de cette vidéo, j'en profiterai. Je vais normalement recevoir des livres, mais je ne sais pas lesquels parce que ma mère aime bien que je fasse une petite wishlist et qu'elle fouille là-dedans. Et j'avais demandé un gros cadeau pour Noël, donc mes parents et mon frère s'étaient associés pour me l'acheter, donc je vous montrerai tout ça. Et j'ai aussi décidé de me faire un cadeau de moi à moi, que j'ouvrirai demain matin, parce que moi les cadeaux, habituellement, on les ouvrait le 25 décembre, sauf que pour des questions d'organisation, ça fait 2 ans de suite qu'on va les ouvrir le 24, et je suis pas d'accord. Vraiment, on m'a habituée pendant 30 ans à faire d'une certaine manière, et maintenant on me change mes habitudes et je refuse. Donc demain matin, avec Holden, on se réveillera tranquillement et on ira ouvrir un cadeau chacun. Voilà, c'est la petite tradition que j'ai décidé d'instaurer à partir de cette année. Et en fait j'espère que ce sera une tradition, mais autant l'année prochaine j'aurai oublié, mais voilà. Bref, je vous fais un micro update vie, mais sachez qu'au travail ça s'est très mal passé. En fait j'ai travaillé 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines, et on va dire que les 10-15 premiers jours ça s'est bien passé. Je pense qu'on m'a laissé le temps de prendre mes marques, et j'étais en mi-temps thérapeutique, donc dans le cadre de mon accident de travail, quand j'ai eu mon entorse grave, pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode-là, et je devais reprendre progressivement le travail pour savoir, en termes de force notamment, parce que quand vous bossez en gériatrie, faut avoir de la force en fait pour tourner les gens, pour les manipuler, pour les... voilà. Et je n'ai pas retrouvé ma force, et je ne savais pas si j'allais avoir mal ou pas au poignet, en sachant qu'il m'arrivait d'avoir mal, notamment quand je cuisinais. Donc il avait été convenu que je reprenne en mi-temps thérapeutique. J'ai été réaffectée dans un autre service, mais ça c'est propre à la fonction publique, où après 6 mois d'arrêt, accident de travail ou pas, ils vous désaffectent de votre service d'origine pour vous réaffecter ailleurs. Dans mon cas, mon employeur c'est un hôpital, mais ils ont aussi racheté des maisons de retraite à droite à gauche, dont celle-ci, donc c'est là où on m'a affectée, et vraiment au début ça se passait bien. Enfin ça se passait bien, oui ça se passait bien. J'étais un peu frustrée de pas pouvoir faire plein de choses, mais en même temps je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas. Et en fait petit à petit, des collègues ont commencé à me rajouter des charges de travail disproportionnées par rapport à l'état de mon poignet. Et quand je faisais la remarque, leur retour c'était que ces personnes-là n'étaient pas lourdement dépendantes, donc je pouvais me débrouiller. Et en soi, oui, quand vous avez un problème de dos, c'est peut-être possible parce que vous n'avez pas besoin de faire des grosses manipulations, mais quand votre problématique c'est votre poignet et votre poignet droit sur une droitière, voilà. Donc j'ai commencé à ressentir de plus en plus de douleur dans mon poignet, mais j'avais trouvé un autre poste ailleurs parce que je savais que ce poste ça n'allait pas le faire et que en plus de ça, quand j'ai commencé à travailler sur place et que je connais les EHPAD publics, quand vous êtes un soignant pour 14 résidents,
C'est pas possible en fait. Tu ne peux pas bien faire ton travail et ça c'est des réformes de l'État qui décident que les personnes âgées dépendantes n'ont pas besoin de tant de soins que ça ou pas tant de personnel parce que ça veut dire investir et n'importe quel gouvernement, ça fait plus de 20 ans que ça dure, hein, n'investit pas dans la santé en fait. Et le problème du Covid c'est qu'on aurait très bien pu le gérer si toutes les politiques depuis 2000 ils avaient fait en sorte de ne pas fermer de lits, de continuer d'augmenter les professionnels de santé et de ne pas réduire notre taux d'encadrement. Mais ça a été des décisions politiques et vraiment moi m'occuper toute seule de 14 personnes c'était hors de question que je fasse ça à l'avenir, donc après mon mi-temps thérapeutique. Donc j'ai trouvé un autre poste et vraiment mon mantra c'était de me dire tiens jusqu'à fin janvier le temps que tu envoies ta démission et que tu partes ailleurs quoi. Sauf que petit à petit mes conditions de travail se sont dégradées au point que ça tombe dans une forme de harcèlement moral. Je pense qu'on peut parler de ça mais en fait c'est plus... alors j'ai eu clairement des menaces et des choses qui s'apparentent à de l'intimidation, à me faire des reproches, à faire des sous-entendus, il y a eu une énorme mise à l'écart de la part de mes collègues, enfin c'était assez lunaire et j'avais de plus en plus de douleurs au poignet et là ma médecin m'a dit non, enfin je lui ai raconté tout ça, elle était hallucinée, donc je suis en arrêt et je ne retournerai pas travailler là-bas, la prochaine fois que je travaillerai ce sera sûrement pour mon prochain employeur, donc voilà pour le petit update vie, donc ça a été, en fait mon médecin était vraiment surprise, elle m'a dit mais mentalement ça va et vos angoisses et j'étais là, mais en fait j'étais tellement focalisée sur il faut que je tienne parce que au mois de février j'ai un poste qui m'attend et je sais que ça se passera forcément mieux que là, que j'ai vraiment tout mis entre parenthèses et je peux pas mettre entre parenthèses la douleur en fait. Et là j'ai travaillé la dernière fois il y a 2 jours et demi, en presque 3 jours, j'ai encore mal au poignet. Et ce matin j'ai pris des Doliprane, donc en plus de ça le paracétamol ne me soulage pas. Et quand j'étais malade, et comme je suis toujours un peu malade, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Donc ce qui pourrait me faire du bien, c'est ça, mais je ne peux pas en prendre à cause de mon rhume là, parce que il faut que j'attende que ça passe, donc c'est genre, je continue d'avoir mal. Mais voilà ce qui s'est passé au niveau du travail. Yay, super. Et bien évidemment que j'ai parlé de tout ça à ma direction, et ma cadre, j'attends encore de ses nouvelles. Vraiment, ça fait 5 jours que j'attends qu'elle réponde à mes mails, donc je sais qu'elle ne me répondra pas. C'est la RH qui a pris un peu... parce que j'avais aussi envoyé un mail, c'est la RH qui a un petit peu plus tempéré les choses, mais en soi, c'est genre, ok. Mais bref, là c'était le travail, donc là je suis en arrêt, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, je vais bientôt pouvoir prendre des cachets qui soulageront mes douleurs, et je vais travailler mon poignet de manière raisonnable, où je pourrais travailler avec des poids, chose que je ne faisais plus parce que le travail faisait que je tirais déjà sur mon poignet. Là je vais pouvoir reprendre ma kiné à domicile parce qu'il y a des exercices que je peux faire toute seule. Donc voilà, je vais pouvoir faire ma rééducation tranquillement et sans devoir subir les pressions de personnes qui font le même métier que moi, c'est-à-dire des métiers dans l'humain. On ne fait pas preuve d'humanité quand il est question de ses collègues. Mais bref, c'était un épisode pas cool de ma vie, mais qui est derrière moi, et ça sera qu'une anecdote en fait dans mon existence, hein. Mais vraiment, il n'y a pas que des bonnes personnes sur Terre, et c'est la première fois de ma vie en fait que je suis confrontée à ça au travail. Et je vous avoue que c'était genre, waouh, ça arrive en fait. Et je sais que ça existe, hein, mais de vivre c'était pas pareil, c'était pas très, très agréable. Vous avez le petit update vie, ça va bien moralement, vraiment j'ai su gérer la crise, ma médecin a bien entendu la problématique, j'attends juste que mon poignet ça se calme un peu au niveau des douleurs, un peu de rééducation de mon côté, et voilà. Au mois de février j'attaque un nouveau poste, c'est un endroit que je connais déjà, où j'ai déjà travaillé pendant de nombreuses années, donc voilà, même s'il y a un changement de direction, je sais que le groupe qui gère ça est un groupe que j'apprécie avec des vraies valeurs humaines. C'est pas très loin de chez moi et ce sont des horaires en 12 heures, donc ça me convient parfaitement. C'est-à-dire de grosses journées de travail, mais derrière 2 à 3 jours de repos d'affilée. Et ça là, ça c'est la meilleure chose au monde, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà. Et en termes de TND, il s'est rien passé de nouveau parce que j'ai pas revu de professionnel de la santé mentale et que c'était pas ma priorité. Et on va se focus maintenant sur des trucs un peu plus positifs, parce que marre de parler de trucs négatifs, surtout que c'est du passé. Mais je viens pour vous saouler avec mes K-dramas, parce que j'ai regardé K-dramas. Déjà, la fille qui commence comme ça. Déjà, le choc des tocs a repris, et je suis très heureuse. C'est une émission culinaire coréenne que j'adore. Et là, ça a repris, et ils nous postent 3 épisodes par 3 épisodes, donc je suis contente. Là, je suis en train de regarder l'épisode 5, et c'est trop bien. Ensuite, j'ai commencé un drama dont j'ai pas pu vous parler dans le précédent vlog parce que ça coïncidait pas en termes de date et que vraiment le vlog était déjà beaucoup trop long. Mais j'ai commencé un drama qui s'appelle Pro Bono. Tout est disponible sur Netflix là. J'ai commencé un drama qui s'appelle Pro Bono, qui suit une équipe de Pro Bono, donc d'avocats qui sont là pour lutter
pour certaines causes. Et dans ces causes-là, on parle de 3 types de handicaps différents. On parle de la surdité, on parle de santé mentale, donc de troubles mentaux, de troubles psychiques, avec des personnes qui ont des dépressions et des troubles anxieux. Et on parle aussi d'une personne qui est paraplégique. On parle de la Pride dedans et du droit des femmes. Ça revient très très souvent. Et là, les derniers épisodes que j'ai regardés, on parlait d'une femme asiatique. Ils disent pas son pays d'origine, mais qui est venue vivre en Corée, qui s'est complètement intégrée. Et on va parler d'inceste dedans, et de V aussi. Et on parle de toutes ces thématiques-là, et vraiment pour la Corée, de parler de ces sujets-là, et surtout de se placer du côté des victimes, et notamment des femmes. La Corée, j'ai beau adorer plein de pans de sa culture, il y a un côté très patriarcal qui est bien resté. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais ça reste bien dans les mœurs. Il y a tout cet aspect-là, les lois sont faites pour les hommes, par et pour les hommes, et ça paraît même archaïque par rapport à nous en France, mais on n'a pas du tout la même histoire, et on peut pas comparer un pays d'Asie avec un pays occidental, et quand on prend le Japon, la Corée est quand même bien plus avancée sur ces thématiques-là, donc voilà. Mais c'est hyper intéressant à suivre. Moi j'adore les trucs qui parlent d'avocats et de procureurs et tout ce côté judiciaire, et là le côté cause sociale et judiciaire, c'est trop bien. Vraiment j'adore, je vous le recommande à 15 000%. Et j'ai commencé hier soir le miroir aux idoles, et là aussi on va être un peu sur un thriller, sur un truc un peu sociétal où on suit une idole, enfin une fille qui est avocate, qui est une très bonne avocate mais assez controversée parce que elle est intransigeante, et une femme intransigeante et qui n'a pas de vie sociale, etc. C'est un peu perçu bizarrement. Et dans son cabinet, tout le monde la croit antisociale, et en fait non, c'est juste que la journée c'est une brillante avocate, et le soir, une fois qu'elle rentre chez elle, c'est une méga fangirl d'un groupe de K-pop, et notamment d'un chanteur en particulier qu'elle a déjà pu rencontrer en plus de ça par le passé. Donc elle se dit non mais c'est une bonne personne. Et on voit l'envers du décor du monde des idoles. Alors d'un côté leurs comportements qui peuvent être problématiques, et aussi le comportement des fans problématiques, et en même temps les sociétés d'entertainment qui sont toxiques. Et je l'ai déjà dit, mais vraiment les idoles ont des contrats d'esclavage, c'est littéralement le nom qui est employé pour les contrats qu'ils signent avec leurs agences. Et aux yeux de la loi, c'est comme s'ils étaient du mobilier. Ça veut dire que de même qu'on estime une chaise ou un bureau dans une entreprise, on les estime de la même manière. Donc ils peuvent pas forcément se défendre, et d'ailleurs le groupe, le girls band New Jeans nous a prouvé que l'industrie de la K-pop ne changerait pas, malgré des procès, même quand on va très haut au niveau de la Cour suprême. Mais bref, on parle de tout ça, et cette idol, ce chanteur, va être accusé d'un meurtre, et c'est elle qui va le défendre. Donc, petit côté fangirl de la K-pop et tous les envers du décor, et ça c'est très bien, et en même temps le côté judiciaire que j'adore. Donc trop hâte trop hâte que ça continue, parce qu'il y a que 2 épisodes. Mais voilà sur quoi je suis. J'ai pas avancé les autres. Enfin, j'ai pas avancé les autres. J'ai pas d'autres dramas que je regarde à part Dynamite Kiss, et cette semaine ce sont les 2 derniers épisodes. Mais j'ai adoré les 2 premiers épisodes de cette série, et après ça s'est complètement essoufflé, et j'ai été beaucoup moins fan. Donc j'ai hâte que ça se termine, parce que vraiment c'est pas qu'ils ont trop tiré, c'est qu'ils sont partis dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas, et je trouve qu'ils sont pas saisis en fait ce qui était bien dans ce drama. En tout cas ce que nous, occidentaux, on aime. Après je sais pas par rapport aux autres. Ah si, j'ai essayé de commencer aussi le nouveau drama de Park Seo-joon, je ne sais plus si je vous en ai parlé, Slowly Tomorrow, je vous mets la couverture à l'écran de toute façon, mais je suis pas très fan. J'aime bien les jeux passés présents, mais tout ce qui se passe dans le présent, je suis absolument pas intéressée, donc bon, voilà. Je l'ai pas continué depuis, et je pense pas que je le continuerai, à part si un jour je m'ennuie. Mais voilà ce que j'ai regardé, en sachant que on est le 24 décembre, mais le 26 décembre, il y a la suite de Stranger Things qui sort, avant l'épisode final qui sort le 1er janvier, je crois, chez nous. Mais j'ai trop hâte, vraiment, j'ai binge-watché la première partie de la dernière saison, du coup, un soir, genre entre 17h et 22h, quelque chose comme ça, et j'étais à fond. J'ai trop aimé cette série, même si... Et je pense pas que la saison 5 ce sera ma préférée, mais il se passe pas forcément des grosses dingueries, et ça sent la fin, et en même temps on sait que ça risque de mal se terminer, et on n'arrive pas trop à savoir comment ça peut se terminer, mais voilà, de toute façon j'aime pas les fins dans la vie, mais ouais, c'est... Et je crois que ma saison préférée restera la 1, parce que c'était innovant, et que c'était flippant, et que c'était genre waouh. Et j'ai adoré la saison 2 parce que l'évolution du personnage de Steve et sa relation au gamin est trop bien. Et après la saison 3 aussi avec Robin. Est-ce que chaque saison a été une de mes préférées? Oui, peut-être. Mais bref, j'attends avec impatience le 26 décembre, et je pense qu'au cours de ce vlog, vous allez me voir fangirler. Je ne donne pas de spoil, parce que je déteste me faire spoiler, mais
j'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte. Et c'est tout ce dont je voulais vous parler parce que je suis en train de lire un roman, une romance de Noël qui est exceptionnelle, mais j'attends, j'en suis déjà à 45%, hein, mais j'attends d'avancer encore un petit peu pour vous en parler et je pense que je reviendrai plus tard au cours de cette vidéo pour vous faire un gros update parce que j'ai lu 2 romans graphiques qui ont été des coups de cœur, donc j'ai envie de vous en parler bien évidemment. J'attends de savoir encore comment me situer sur cette lecture parce que pour le moment on est sur un coup de cœur, mais j'attends la toute fin parce qu'on sait jamais. Et je suis partie sur un livre de non-fiction, donc voilà. Mais je pense que la prochaine fois que je vous verrai, je vous montrerai mes cadeaux de Noël et la fois d'après je vous ferai un update lecture. Plus les 2-3 petits trucs de ma vie qui risquent de s'ajouter au cours de la route. Mais voilà, vraiment, on va être sur un vlog très random, hein, où je suis dans mon pyjama, où je vous respecte pas trop. Enfin si, j'ai lissé mes cheveux mais je suis pas maquillée, il y a aucun effort qui est fait parce que vraiment je reste fidèle à moi-même en fait jusqu'à la fin, quoi. Je vous retrouve le 25 et je vous ai un peu plus respecté. Je suis habillée, j'ai même une jupe les gars, non mais incroyable mais vrai. Anyway, je viens vous montrer mes énormes cadeaux de Noël parce que vraiment j'ai été pourri gâtée par ma famille. Mes parents ils ont craqué leur slip, mais je suis trop contente et reconnaissante et on n'est pas là pour comparer le prix des cadeaux ou la quantité des cadeaux ou quoi que ce soit. Vraiment, le côté surprise et je sais pas, pour moi, tant que vous mettez du sentiment sur ce que vous faites, tant que ce sont des actions plutôt que des objets, c'est le plus important. Et bref, de la part de mon frère et de mes parents, j'ai reçu ce merveilleux casque. Vraiment, c'est autisme friendly et c'est pour ça que je le voulais. Je vous mettrai la référence en barre d'informations. Mais, regardez-moi cette beauté. Je suis trop contente parce que c'est un casque à réducteur de bruit. Yes, finally. Et j'avais déjà eu un casque il y a de nombreuses années de la part de mon frère, sauf qu'il y a un côté... Alors déjà, je ne peux pas le connecter à mon téléphone, donc ça me saoule. J'ai jamais réussi. Et surtout, il y a un côté très stéréo, et en fait, vous pouvez faire toutes les vibrations, vous pouvez augmenter les basses, etc., comme si vous étiez à un concert, sauf que moi, ça me crée des migraines. Et il n'y a pas de réducteur de bruit, parce qu'à l'époque, on n'en faisait pas. Mais regardez-moi cette beauté, il est trop joli. Il est vraiment trop joli. Par contre, faut pas avoir une petite tête, parce que je vous avoue que j'ai pas une si petite tête que ça, et... en fait c'est juste la bonne taille. Donc voilà, j'ai mon petit casque. Il est un peu... Non, il est gris. Sur le site, il disait que c'était plutôt genre crème, mais je ne sais pas quelle crème, ou alors une crème qui a tourné, quoi. C'est pas de la crème française, ça. Ça c'est pas crème de... C'est pas la crème que vous retrouver dans des blanquettes ou dans des petits champignons et tout, donc... Mais bref, je suis très contente. Tout est tactile, donc apparemment c'est la merde pour les gens. Moi ça me va, je l'ai testé hier soir et nickel. En sachant que je vais bientôt partir à mon repas de famille. Donc ça fait 2 ans que je n'y suis pas allée et depuis mon diagnostic c'est compliqué. Mais j'ai dit que je venais faire un petit coucou, que j'allais essayer de socialiser et je rentre quand j'en ai envie. Parce que j'ai la chance par contre, ça c'est une véritable chance, d'avoir une famille qui est bienveillante. Et je vois plein de personnes qui ont déjà le 24, qui ont galéré avec leurs proches, où il y a eu plein de remarques. Peu importe le type de remarques, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle, que ce soit au niveau du poids ou ce genre de choses, j'ai vraiment ce privilège, et vraiment je sais que c'est un privilège et ça ne devrait pas, mais d'avoir une famille qui est complètement bienveillante et encore plus sur ce genre de thématique, où jamais on fera une remarque sur le physique de quelqu'un, jamais on fera une remarque par rapport aux origines ou alors à la couleur de quelqu'un, jamais il y a eu ça dans mes repas de famille. Et on est tous de gauche, donc en plus on s'entend même niveau politique, vous voyez, et on va tous critiquer Macron aujourd'hui, ce sera très bien. Mais je sais que c'est une chance, et vraiment si jamais vous avez vécu un Noël nul, je vous envoie toutes mes ondes positives, tous mes petits cœurs, je vous envoie tout, je vous envoie tout ce que je peux vous envoyer de positif, parce que vraiment je ne connais pas cette situation. Moi la situation c'est plutôt des gens de ma famille qui me manquent parce qu'ils sont décédés, et si jamais vous avez vécu ça pour la première fois cette année, force et courage à vous, et malheureusement c'est pas quelque chose qui s'efface avec le temps, parce que vraiment ça fait des années que les proches me manquent. Force et courage à vous, et voilà, je sais pas pourquoi je serre ça dans mes bras comme ça. Je vous fais un câlin virtuel. Et pour ceux qui n'ont pas fêté Noël, parce que je sais qu'il y en a qui ne le fêtent pas pour des questions personnelles ou de religion, j'ai juste pas relevé parce que juste parce que ça ne vous concerne pas, hein, c'est juste un jour férié pour beaucoup d'entre vous. Donc profitez si vous ne travaillez pas pour profiter de ce jour férié, et pour ceux qui travaillent, pensez à la prime. Vraiment, c'est ce qui me motive à aller bosser pendant que je bosse les jours fériés, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu... Ah, faut que je vous montre mon Lego parce qu'il est magnifique. J'avais mis un Lego dans ma liste et ma maman me l'a pris. Regardez, j'ai un Lego bambou. Je suis trop contente, c'est un Lucky Bamboo. Regardez comme il est beau. Regardez comment il va être vraiment trop joli.
Je suis trop contente, vraiment, parce que ma mère m'avait offert des livres, donc je me suis dit, bah c'est bon, enfin déjà, elle a explosé le budget, et en fait, non, elle m'a aussi offert un Lego. Donc, soit en rentrant tout à l'heure, soit demain, je monte mon Lego. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, parce que j'aimerais bien le mettre dans mon petit coin Corée, mais j'ai aussi une autre étagère où j'ai mis de la littérature coréenne, et ça pourrait être bien. Donc à voir. Ma maman m'a aussi offert des livres qui étaient dans ma wishlist, donc elle m'a offert Juste une fille de Élise Giraudot. J'ai vu plein d'avis positifs dessus. J'ai vu qu'après coup qu'on parlait de TCA. Et j'étais là genre, je vais être trigger. Et on parle de harcèlement. Ça se passe dans une... Je crois que dans une classe de prépa 1G, mais je vous dis peut-être n'importe quoi. Mais j'ai hâte. Et vraiment, cette tronche, ce jaspage, ouah, j'avais plus de mots. C'est vraiment trop joli. Hier, je commençais déjà à le lire, donc je me suis arrêtée parce que j'ai d'autres lectures en cours, mais voilà, il va bientôt y passer. Et il est vraiment trop trop beau. Par contre, je ne sais pas chez quelle maison d'édition c'est. Solaire, je connais pas du tout. Et autant le papier est très fin et on voit à travers et ça m'a perturbée, mais autant j'adore la police de caractère, la police d'écriture, donc voilà, j'ai reçu ce livre aussi. Et le deuxième livre que j'ai reçu de la part de mes parents, c'est Corée insolite de Melissa Malunchila. Je suis pas sûre du nom de la personne, je suis désolée de l'écorcher. Je l'avais déjà reçu à la Corée à couper de souffle, c'était l'année dernière, je crois. Ma mère est convaincue que c'était l'année dernière, pour moi c'est il y a 2 ans. Mais bref, j'avais déjà reçu un autre livre de l'autrice qui est plus grand et qui regroupe des photographies de la Corée avec des petites explications sur les lieux, etc. Là, on est sur une extrême vulgarisation de la culture sud-coréenne avec des petits quiz et tout, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais évidemment, je tombe sur de la bouffe. J'ai vraiment un problème avec la nourriture. Mais c'est une grosse vulgarisation, mais on aborde plein de thèmes. Est-ce qu'on était obligé de me mettre jungle alors que j'ai toujours pas repris mes cours de coréen? Yes. Mais sachez quand même que à chaque fois qu'il y a des noms, des trucs comme ça, où ils font des focus dans les dramas ou même dans mes émissions culinaires et tout, genre, je suis en train de lire, mais je suis pas assez rapide. Mais par contre, ça va. Le problème, c'est moi, écrire les mots, là, j'ai plus de mal. Genre, les dictées, je serais très très nulle. Et vous avez des mini-quiz à la fin de chaque partie. Mais hier, je commençais à regarder les quiz et j'étais contente parce que j'arrivais déjà à répondre. Ma petite fierté de connaître quand même 2-3 éléments de la culture sud-coréenne. En même temps, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Bon, quelques semaines près, mais un peu plus de 4 ans que je m'y intéresse, donc petite fierté. Et je me suis fait un cadeau de moi à moi, qui est un livre de James Norbury, qui est Suivre la lune. Je l'ai pas encore ouvert parce que celui-ci, je me suis le gardé pour ce matin. Oh, il est trop beau, il y a des chiens, il y a des chiens, il y a des chiens, il y a des chiens. Ah mais oui, c'est vrai, c'est l'histoire d'un loup et d'un chien. Non mais pardon, pardon. Voilà, il y aura un chien et il y aura un loup. Loup qui ensuite a donné naissance à un chien, donc vraiment je... Bref, j'aime beaucoup trop cet auteur / illustrateur qui écrit des espèces de romans d'inspiration bouddhiste, des petites leçons de vie. Je relate beaucoup au bouddhisme. J'ai du mal à l'envisager comme une religion parce que pour moi c'est toute une façon de vivre, mais c'est quelque chose auquel je suis très attachée. J'adore la saga Grand Panda et Petit Dragon. Je vous saoule à chaque fois avec ces romans graphiques là, mais vraiment ils sont exceptionnels. Il y a 3 tomes, allez les lire, incroyable, trop bien. Et ils me font trop du bien et je voulais lire d'autres romans de l'auteur. Et il m'en reste encore un que j'ai pas acheté, mais c'est sur des chats. Et celui-ci c'était sur un chien et un loup. Voilà, et vraiment la couverture a eu raison de moi. Il est trop beau. Par contre, il est plus petit que Grand Panda et Petit Dragon, mais il est vraiment trop joli. Et en plus, ça se passe en hiver avec plein d'illustrations. Bref, j'ai hâte. Pareil, je lirai ça dans les prochains jours parce que là, je pense, bah, un peu plus qu'une trentaine de... Il y en a comme moi, c'est mignon. Je suis désolée, on dirait un border collie, le chien. J'aime pas les border collie. Mais bref, bref. Je veux pas trop traîner avec les livres que j'ai reçus. Alors je suis déjà en train de lire un bouquin qui parle un bouquin de non-fiction qui parle de la société coréenne. Donc je vais pas lire Corée insolite tout de suite parce que je vais quand même lui laisser le temps de digérer le précédent, celui que je suis aussi en train de bouquiner. Mais voilà, je suis trop contente. Les autres livres, je vais les lire rapidement. Malheureusement, on n'aurait pas mon avis ici pour ces livres aussi, à part si celui-là je le lis entre ce soir et demain, mais voilà, c'était mes cadeaux de Noël où j'ai été pourri gâtée. Et je suis contente parce que vraiment, un Noël sans livre, enfin une célébration sans livre, ce n'est pas une célébration. Donc voilà. Et aussi, oui, j'avais fait une wishlist à ma maman
de livres que je voulais, et il y en avait un que je m'étais déjà acheté, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, parce que je ne pouvais pas attendre, elle m'a dit celui-là je ne te l'ai pas pris, et elle m'a pas pris un autre livre graphique, un autre roman graphique sur la Corée du Nord, ou en tout cas on parle de ce côté, ou en tout cas on parle de la Corée et en partie de la Corée du Nord, j'ai pas lu tous les détails, mais c'est une recommandation des libraires du Phénix, et comme je l'ai pas reçu, bah hier soir, 23h, j'ai passé ma commande et je le reçois dans 2 jours. Mais évidemment, il fallait que je m'achète tous les livres que j'avais mis dans mon wishlist. Mais voilà. Sur ce, Holden demande à rentrer, donc je vais aller m'occuper de mon petit chat. Je vais tenter de survivre à des gens et du bruit et de la nourriture de partout, mais ça va aller. Et je me dis ce soir, enfin techniquement demain minuit, on a la deuxième partie de Stranger Things. Et ça là, vraiment, je me suis déterre à aller chercher ma caméra, à prendre mes livres, donc vous allez devoir supporter cette tête de meuf qui a chialé sa race devant l'avant-dernier épisode de Stranger Things. Même pas parce qu'il se passait des trucs genre pas bien et tout, genre des gens meurent ou quoi, même pas, hein. C'est juste trop d'émotions, voilà. Et je pense que je vais crever pendant l'épisode final, en sachant que s'il y a soit Dustin, soit Steve qui meurent, voire les deux, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Bref, je viens vous faire un petit update lecture parce que je vous ai dit que j'avais lu des livres et j'ai eu 2 coups de cœur. L'un, c'est un peu sans surprise parce que j'adore l'auteur. Mais alors, je vous avais montré le livre dans le précédent vlog, sauf qu'il était abîmé, donc j'ai envoyé à la FNAC et ils mettent leur temps en fait pour me le renvoyer. Enfin, je pense qu'ils attendent de le recevoir pour après me le renvoyer, alors que bon... Mais bref. Donc je pourrais pas vous montrer en physique et j'avais tourné un bout de vlog la dernière fois, sauf que depuis que j'ai cette caméra, en fait j'ai cette manie, puisqu'il y a beaucoup moins de mémoire et qu'on peut pas rajouter de carte mémoire, c'est de vider régulièrement ma caméra et voilà. On ne dirait pas que je fais des vidéos depuis 7 ans je crois. Mais bref, j'ai lu Palimpseste de Lisa Woolrim Chopin. Honnêtement, je ne sais pas du tout parler le suédois, donc... Et l'autrice est... alors, l'autrice est d'origine coréenne, mais a été adoptée. Et elle a été adoptée par des Suédois. Et là-dedans, on dénonce les adoptions internationales. Donc, dans son cas, ça se passe dans les années 70-80 en Corée. Mais je crois que ça a été le cas jusqu'aux années 90 en Corée. Et au Vietnam, dans les années 90, c'était sûr. Et je sais même pas si... Pour certains pays, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Mais en Corée, il y a eu plusieurs scandales. Alors, c'est pas le seul pays, hein, mais dans ce cas de figure, on se concentre sur la Corée. En fait, il y avait tout un pan de la population qui était pauvre, parce qu'on était dans de l'après-guerre, on était en plus de ça dans une forme de dictature, et enfin bref. Période très compliquée pour la Corée du Sud, dans une extrême pauvreté. Et beaucoup de parents n'arrivaient plus à subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, ils les mettaient... Alors, c'était dans des formes d'orphelinat, mais c'était pas des véritables orphelinats. Ils renonçaient absolument pas à leur autorité parentale, c'était plus en mode, là j'ai besoin de travailler, y a pas de crèche, y a rien qui est organisé comme ça en Corée, c'est pas, culturellement en Asie, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est plutôt les proches qui vont garder, ou alors les mères qui vont arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Donc c'est vrai que c'était plutôt, je les laisse là, je laisse mes enfants là, en attendant de trouver un emploi stable, d'avoir un peu d'argent pour les récupérer, pour qu'ils aient une belle vie avec moi, mais là actuellement tout de suite je ne peux pas. Certains enfants étaient enlevés, c'est-à-dire que vous étiez sur un marché, d'un seul coup vous prenez votre gosse. Il y a eu plein de scandales comme ça, il y en a un autre qui a encore perduré des années 80, et si jamais vous voulez avoir des infos là-dessus, ce qui a inspiré notamment Squid Game, je ne sais plus le nom du documentaire, je vous le mettrai à l'écran, mais un documentaire qui retrace plusieurs histoires tragiques de Corée du Sud, dont celle-ci, et on explique comment est-ce que plein d'enfants ont été enlevés parce que soi-disant ils faisaient partie de la racaille de la ville et qu'on voulait pas des racailles dans la ville. Ça s'est passé à Pusan, mais ça s'est aussi passé à Séoul, notamment avant les JO, parce que forcément quand des JO s'organisent, bah, tous les reculs de la société, on veut pas les voir, faut les cacher pour les médias. On a fait la même chose en France avec les JO, hein, mais bref. Je fais une petite aparté parce que c'est important de faire un petit rappel parce que là je vais blâmer quelque chose qui se passe en Corée et c'est ce que dénonce l'autrice, mais ça se passe dans plein de pays et notamment occidentaux et ben on ferme un peu les yeux. Donc bref. Dans cette histoire on suit donc, c'est un roman graphique autobiographique. Le dessin n'est pas celui que je préfère, mais l'histoire est tellement exceptionnelle, j'ai eu un véritable coup de cœur dessus, et c'est pas la première fois que j'entends parler de ces adoptions illégales. J'en avais beaucoup entendu en parler au Vietnam, et je savais que ça avait eu lieu aussi en Corée, mais j'avais pas forcément eu d'ouvrage qui en parlait, et celui-ci, oui. D'ailleurs, si vous en avez d'autres sur la Corée ou sur des pays d'Asie avec ces adoptions internationales qui étaient complètement illégales, dites-le moi. Parce que du coup, beaucoup de parents, surtout de mères, ont laissé leurs enfants dans cette espèce...
alors de pseudo-orphelinat / pensionnat, et en fait les enfants ont été adoptés de manière illégale, et des agences pas très scrupuleuses faisaient payer des fortunes à des occidentaux qui voulaient des enfants, et c'était en mode oui, bah vous voyez, leurs parents les ont abandonnés, leur mère les a laissés comme ça, ou leurs parents sont morts, donc bah ils ont plus personne, donc les gens forcément ils se disent bah moi je veux un enfant, je ne peux pas en avoir, ou je ne veux pas en avoir naturellement, peu importe les raisons. Du coup je vais en Corée et je récupère un enfant qui était un petit malheureux, et de toute façon si je ne le prenais pas, mais quelle vie il aurait là-bas dans ce pensionnat / orphelinat. Donc beaucoup de gens ont fait ça, et c'est le cas des parents de Lisa, et dedans on ne voit pas les parents adoptifs de Lisa. Pourtant Lisa dit qu'elle les aime et qu'ils ont fait vraiment leur maximum pour elle, mais là elle raconte son histoire et ses origines, et le fait que quand elle était enfant, elle a voulu en apprendre plus sur ses parents, et ses parents adoptifs étaient complètement d'accord, et ont essayé de prendre contact avec l'association, avec l'organisme en tout cas qui a procédé à l'adoption, et ils se sont confrontés à un mur en disant bah non, on n'a pratiquement pas d'informations, vous savez, quand on abandonne un enfant, on ne demande pas plein de détails, surtout pour ces années-là, blablabla. Plus tard, Lisa va continuer de s'interroger sur ses origines, elle va souffrir de dépression, ça va aller très loin puisqu'elle va frôler la mort, et elle va devoir être hospitalisée à cause de sa santé mentale pourrie. Et elle va continuer de faire des recherches et de demander à ses parents de dire mais faites des choses en fait, genre contactez-les, faites des choses. Et en fait à chaque fois l'organisme qui a géré son adoption c'est non, silence radio, non vous savez on n'a pas d'informations, etc. L'autrice devient adulte, elle est en couple, elle a un premier enfant, et justement au moment de sa grossesse, de son premier enfant, on pose plein de questions sur son côté, est-ce qu'il y a des maladies dans votre famille, etc. Elle a été adoptée, donc il y a plein de choses où elle ne peut pas répondre. Et c'est là où elle voit toute l'injustice du système, et même l'injustice de sa personne. Et elle se questionne encore, et elle s'interroge encore. Et avec la naissance de son deuxième enfant, elle se dit non mais là, il faut vraiment que je fasse des choses. Il faut que j'ai un moyen en fait de retrouver mes parents, parce que c'est pas possible. Même s'ils sont morts, je veux savoir en fait d'où est-ce que je viens, quel était mon nom d'origine. Je veux avoir des éléments. Et elle va creuser, et elle va être en lien avec ces organismes qui géraient les adoptions, et en fait c'est des organismes qui n'étaient là que pour l'argent. Il y avait un trafic d'enfants en fait, on en est vraiment à ce stade-là, hein. Ces adoptions internationales étaient légales peut-être sur le papier, mais elles étaient immorales, et on était vraiment sur du trafic d'êtres humains, trafic d'enfants. Et il n'y a pas eu de reconnaissance dans plein de pays, dans plein de villes, et même en France on ne reconnaît toujours pas le fait qu'il y ait des adoptions qui ont été faites que par des moyens, en fait, vous achetiez votre enfant, en fait, vous faisiez vos courses, quoi. Et vraiment, elle dénonce tout ça là-dedans, mais elle le dénonce pas en disant je vais révolutionner le monde de l'adoption, etc. Elle explique juste sa souffrance qui est ressentie par beaucoup d'adoptés. Et d'ailleurs, même en postface, et c'est des discours que j'ai souvent vus, c'est à chaque fois on donne la parole aux parents adoptants en disant oh là là, c'est la meilleure chose au monde que j'ai eu d'avoir eu un enfant, etc. Mais on donne jamais la parole aux adoptés. Ou alors aux adoptés blancs en France, ou alors dans des pays occidentaux où il n'y a pas non plus trop ce décalage-là, où ils sont au courant de leurs origines, ou... Mais autrement, on donne pas la parole à des adoptés qui reconnaissent le fait que leurs parents adoptants ont peut-être fait des choses bien, mais que malgré tout, ils ne connaissent pas leurs racines en fait, comment est-ce qu'ils... tous les circonstances de leur vie, de leur naissance, etc. Et quand ils cherchent des informations, et vous risquez d'entendre Holden qui joue avec ses jouets derrière, mais quand ils cherchent ces informations, ils ne les obtiennent pas. Et là, pour la Corée du Sud, dans le cadre de l'autrice, quand elle en parle, elle dit qu'il y a que 2% des personnes qui font des recherches qui arrivent à avoir des informations sur leurs parents. Donc c'est minime. Et maintenant, l'excuse, c'est de dire oui, mais vous savez, après on est passé à l'informatique, donc tous les vieux dossiers, on les a oubliés, etc. Et en fait, avec le parcours de l'autrice, on voit ô combien les organismes voulaient rester opaques, ne voulaient pas transmettre les informations, ne voulaient pas en fait que les adoptés puissent retrouver leurs parents biologiques. Et dans le cas de l'autrice, elle a retrouvé sa mère, mais elle voit bien toutes les différences alors culturelles, et en plus de ça, même en termes de langage, c'est compliqué parce que Lisa ne parle pas coréen. Et une amie de son mari, je crois qu'une collègue, c'est de son mari, va se porter un peu garante et va faire plein de démarches pour justement traduire en coréen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine coréenne qui ont été adoptées en Suède. Et elle parle aussi brièvement de ça, l'autrice. Mais c'est vrai que si elle n'avait pas eu ces soutiens-là, elle pouvait pas forcément communiquer. Il y avait plein d'infos qu'on lui donnait pas. Il y avait plein d'incohérences qu'elle pointait. Et en fait, on la renvoyait au fait non, on n'a pas les informations, vous savez, on ne sait pas. Il y a la police qui intervient, et genre la police donne des infos, mais elle les donne à certaines personnes, et pas aux adoptés eux-mêmes, alors que c'est leur vie et qu'elle leur appartient. Non. C'était plein de choses comme ça. Et... en fait, ce livre est assez réaliste parce que, c'est plus la réalité des personnes adoptées, surtout dans ces années-là, et avec tout ce trafic d'êtres humains,
plutôt que ce qu'on nous vend dans les médias en disant oh regardez les pauvres malheureux, si personne ne les adoptait, alors que bon bah en fait là c'était même pas des gens qui ont été forcément abandonnés. Et dans le cas de l'autrice, vraiment les circonstances, même par rapport à sa mère, parce qu'il y a aussi une certaine pudeur en Asie, et notamment en Corée, où en fait elle essaye de trouver des excuses et de donner des explications, et elle veut pas qu'elle fasse partie de sa famille. Et l'autrice doit aussi faire le deuil de ce qu'elle avait projeté sur ses parents biologiques, et sur leurs retrouvailles, et sur tout ça. Et ce livre graphique, ce roman graphique était genre... J'ai un peu pleuré, je vous avoue. Et la postface, elle est vraiment très belle. Et en fait, ça montre vraiment la réalité des personnes adoptées. C'est pour ça que je l'ai adoré, que c'est un énorme coup de cœur. Faudrait que je rerange mes bibliothèques littérature coréenne correctement, parce que là, vraiment, les livres, ils sont pas alignés et ça me stresse comme jamais. Mais voilà, de toute façon, je l'avais déjà rangé dans mes bibliothèques, parce que bien évidemment que je vais le garder. Et le deuxième livre que je vous ai dit que je n'avais pas en papier, c'est un monde merveilleux de James Norbury. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Et on est dans la suite des aventures de Grand Panda et Petit Dragon. Et ce livre, en fait vraiment toute la saga, ce sont des coups de cœur. J'arrive jamais vraiment à les décrire. C'est une sorte de roman graphique jeunesse, parce que c'est plus ou moins adressé aux enfants de par le style de dessin, de par les textes très courts, mais en fait c'est d'inspiration bouddhiste, donc c'est beaucoup de choses sur faut accepter la vie comme elle est, parce que de toute façon on n'a pas d'emprise dessus, la seule emprise qu'on a c'est sur nos émotions, et faut pas se laisser submerger par des pensées négatives ou de la frustration ou ce genre de choses. Et Petit Dragon est quelqu'un d'assez bon, un peu la caricature du dragon, assez intense et en apparence fort et qui peut faire plein de choses, sauf que bah, nous on est sur un petit dragon. C'est un petit peu comme Mushu dans le Disney Mulan, vous voyez, c'est genre un petit dragon. C'est pas un gros dragon très fort comme on peut voir dans les mythes en Asie et notamment en Chine. Mais c'est vrai qu'on a ce petit dragon très émotionnel, donc que ce soit dans la colère, que ce soit dans la tristesse, et même quand il est joyeux, il est très joyeux, il est vraiment... Ses émotions sont décuplées, et on a Grand Panda qui est une espèce de sage qui rappelle des choses assez évidentes, comme dans le bouddhisme en fait, un peu des préceptes du bouddhisme. Et moi à chaque fois ça me... Voilà, je trouve qu'on peut tellement se retrouver dans plein de situations. Et l'auteur, alors il me semblait pas qu'il l'avait fait dans ses deux autres ouvrages. Donc je crois que le premier s'appelle littéralement Grand Panda et Petit Dragon. Le deuxième c'est Le Voyage. Et le troisième du coup c'est Un Monde Merveilleux. Et c'est aussi... alors, là dans cette histoire-ci c'est oh là là, il y a un endroit qui est incroyable, qui est magnifique, c'est un monde merveilleux, il faut aller là-bas. Du coup Petit Dragon c'est en mode ah bah oui bien évidemment il faut que j'aille là-bas, il faut qu'on y aille, allez viens on y va. Et en fait on se rend sur place et on se rend compte que ouais bien sûr c'est beau et c'est sympa hein, mais bah, est-ce que c'est l'endroit auquel on appartient, et est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui est forcément incroyable et qui nous en met plein les yeux, ou est-ce qu'on peut se contenter de notre petit quotidien, et que même si tout n'est pas parfait, bah, c'est pas ce qu'on préfère dans la vie. Et c'est plein de petites leçons de vie comme ça. Et oui, dans ce tome-ci, l'auteur explique qu'il a perdu son frère au cours de l'écriture de ce bouquin. Il revient aussi sur sa vie, et un homme un grand dépressif, et du coup il a retrouvé il a trouvé un petit peu de bonheur, en tout cas de soulagement, notamment dans le bouddhisme. Et le bouddhisme est tellement une façon de vivre, pour moi je le vois plus comme ça que comme une véritable religion, et c'est quelque chose auquel j'adhère, plein de principes. Du coup à chaque fois que je lis ce genre d'ouvrage, je suis là genre oh. Donc voilà, j'ai bien chialé, c'était incroyable, j'ai adoré comme toujours. Et je vous l'ai montré, j'ai acheté un autre livre de l'auteur, Suivre la lune, et je ne sais pas si je vais le lire ce soir, en sachant que je sors de 3h30 de sieste. Yep. Je sais, c'est un peu honteux, mais hier c'était Noël, j'ai passé 5 heures avec ma famille, c'était trop bien, parce que j'ai une famille hyper bienveillante, et j'ai grave discuté avec mes petites cousines, ce qui était vraiment chouette, mais voir des gens, moi ça me fatigue. En sachant que je suis partie, vraiment, la française qui est en moi est en PLS, parce que je suis partie avant le fromage, en sachant que dans ma famille c'est une religion le fromage, donc un énorme plateau de fromage. J'ai renoncé à ça, et à de la bûche glacée, mais vraiment je me suis dit, soit je m'écoute, et malgré mon envie de rester, parce que je passais un bon moment et qu'en plus j'allais manger mes aliments préférés, soit je décide de renoncer à ça, mais pour préserver ma santé mentale et pouvoir me reposer et sans être hyper stimulée, soit je décide de rester et de finir par être épuisée et garder un mauvais souvenir de tout ça parce que j'aurais été trop loin. Donc maintenant, vous voyez, j'apprends à me dire, ok, avant de franchir une limite, Pauline, on s'arrête. Chose que j'ai faite, sauf que ça m'a quand même fatiguée. Et j'ai dormi au total, je crois, 11 heures aujourd'hui. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que là, il est 20h46, je sais pas si vous verrez.
Et mon ressenti est plutôt genre 11h du matin, vous voyez, c'est comme si je démarrais ma journée. Donc c'est un enfer, et là j'ai juste envie de regarder tous mes petits trucs de Seventeen, toutes les vidéos que j'ai pu rater en termes de mes actualités de K-pop, et aussi rattraper mon retard dans mes K-dramas, en sachant que là j'ai la fin de Dynamite Kiss à regarder. Mais ce drama avait tellement bien commencé, tellement mal fini, je sais j'en ai déjà parlé, mais je rage. Et là j'ai vu qu'il y avait un truc d'amnésie et j'ai fait non mais sérieux, toujours plus, là vous vous êtes cru dans un drama chinois ou quoi? Donc voilà, ça m'a saoulée, donc je verrai si je lis ça ce soir, mais je sais pas. Parce que j'ai envie d'un truc mignon, mais je me dis que ce week-end ce sera encore mieux de me lire un truc mignon en sachant que, je sais pas si je vous l'avais dit, si je crois, j'ai fait une commande de bouquins. Donc demain je reçois 2 livres graphiques, enfin un roman graphique et un manga. Donc je pourrais me faire un après-midi graphique demain, ça pourrait être chouette. Donc voilà, je reste indécise. Et en termes de lecture, parce que je n'ai pas fini, je vais vous parler, attendez, je vais peut-être commencer par celui-là. Je vais vous parler brièvement de Vivre la Corée de Kim Soo, parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai reçu, mais bref, je l'ai lu presque instantanément. Alors je l'ai pas fini parce que je ne l'ai pas fini, mais je me suis restée à 78 pages sur 200, je crois, quelque chose comme ça, un petit peu plus que 200, qu'il me reste quand même pas mal de choses à lire. Mais en termes de vulgarisation de la société sud-coréenne, alors Alice de The Garden My Mind sur Instagram en avait parlé, elle avait conseillé, et j'en ai lu beaucoup de bouquins qui essayent de vulgariser la société sud-coréenne, et en général j'apprends pas grand chose et je trouve pas ça forcément toujours bien fait, où je trouve que des fois on vulgarise tellement qu'on en oublie l'essence même de la culture, et là pas du tout. C'est-à-dire que bien sûr que t'es obligé de vulgariser parce que autrement vraiment le livre il ferait 7 fois, 8 fois cette taille, mais d'un point de vue historique, parce que là je me suis arrêtée à la partie historique et un petit peu géographique. Non, à chaque fois je retombe sur les livres de Jeju. Si ça c'est pas un signe du destin, ou alors parce que je me suis beaucoup plus attardée sur les pages, du coup elles sont un petit peu plus marquées. Mais regardez comme c'est trop beau Jeju. C'est une île volcanique et je vous en parle toujours autant, mais vraiment on parle en détail de Jeju, des Aigneaux et de toute la faune et la flore, et j'étais là, voilà, donc j'étais heureuse. Mais bref, là j'ai lu la partie historique, et vraiment très bien faite, en sachant qu'ils ont fait un gros focus, enfin que l'autrice a fait un gros focus sur la colonisation japonaise, et j'étais là, alléluia, enfin on s'attarde sur cet aspect-là en disant ô combien les Japonais ont fait de la merde, et pas qu'en Corée, mais ça fait du bien de le lire, parce que vraiment il y a trop une romantisation du Japon, et ça me rend dingue, parce que c'est pas un pays qui va bien, et il a fait beaucoup de merde, et là encore maintenant, il fait de la merde. C'est pas parce que on aime les mangas que ça veut dire qu'on peut pas critiquer un pays, hein. J'adore la K-pop, j'adore les K-dramas, pour autant je critiquerai toujours autant la Corée. Mais bref, après on est vraiment plus sur le côté culturel, là on parle des rencontres amoureuses, donc comment ça fonctionne là-bas, on va parler de la K-pop, et je vois qu'il parle de Girls' Generation. Après, je crois que je préfère Wonder Girls, parce que oui, les deux groupes s'opposaient. Mais bref, voilà, on va parler du cinéma, je pense qu'on va parler des K-dramas. On parle de nourriture, on va parler aussi de médecine, parce que y a le côté traditionnel et les avancées technologiques qui se mêlent en Corée. Et bref, il est assez complet, et je suis très contente parce que même les photos, pardon, sont vraiment jolies et apportent quelque chose à l'histoire. C'est un peu bizarre parce que c'est de la non-fiction, mais ouais, ça apporte vraiment quelque chose, et... Bref, je l'aime beaucoup, en sachant qu'il est à 25€, et oui, c'est un certain coût, et c'est chez Gallimard, je crois, Voyage Gallimard, mais je trouve qu'il est très complet, et il y en a pas tant que ça, des très complets. Et c'est pour ça qu'hier, je vous disais que j'allais pas lire tout de suite Corée Insolite, parce que je suis déjà en train de lire celui-ci, même si ça fait plusieurs jours que je l'ai pas repris, mais faut que je le fasse. Et je suis aussi partie sur un bouquin qui, pour le moment, pourrait être un coup de cœur, parce qu'il est trop bien, je l'aime trop. C'est une romance de Noël que j'avais repérée début octobre à sa sortie, à Cultura. Sauf que, en fait, je ne l'ai pas en papier, et le e-book coûtait aussi cher que le livre papier, ça me rendait dingue. Et là, il y a eu une promotion sur le livre, enfin même plus, le e-book coûtait plus cher que le livre papier. Mais là, il y a une promotion sur le e-book, apparemment. Mais je comprends pas, parce que je l'ai aussi pris sur la Kindle de ma mère, et c'était le même prix que sur Kobo, donc j'ai pas trop compris. Mais bref, c'est My Fucking Santa Niklaus de Élodie Dieudonné. Et j'aime beaucoup trop cette romance de Noël. Je sais que vous verrez ça après Noël, mais déjà, qui a décidé que Noël, on devait en parler ou lire des bouquins qui se passaient que entre le 1er et le 25 décembre? Qui a décidé ça, déjà, hein? Et vraiment, c'est un super bouquin. Alors, j'en suis à 45%, donc j'ai bien avancé, mais j'ai pas encore franchi la moitié, et on sait pas comment ça va basculer l'histoire, donc ça peut très vite basculer dans quelque chose de trop niais, ou qui s'attarde, ou qui m'énerve à la longue. Mais pour le moment, on est sur un homme qui s'appelle Niklaus, qui est le petit-fils du Père Noël, et
Il n'a pas envie d'être Père Noël. Genre vraiment, il n'a pas envie, sauf que c'est sa destinée. Et en gros, son grand-père attend le jour où il aura la marque. La marque étant une sorte de tatouage qui apparaît quand en gros vous êtes prêt à devenir le Père Noël, à prendre la succession. Ce qui va arriver à Niklaus, et son grand-père va être là, oh là là, trop bien, il faut qu'on fasse des choses ensemble, sauf que Niklaus, il a pas envie d'être Père Noël. Mais son grand-père, elle arrive un peu à lui retourner le cerveau, et ils font un deal tous les deux en disant, ok, en gros, le grand-père a 2 mois pour lui faire prendre part à la magie de Noël, comprendre la magie de Noël, en sachant que Niklaus, il a perdu son père il y a des années, et sa mère essaie d'être la femme parfaite, enfin la mère parfaite, mais avec un côté très Brie Van de Camp, vous voyez. Vraiment très tradwife de je fais à manger énormément et je reste assez clean et je m'investis pas trop parce que bon, si je m'investis, voilà. Et du coup, Niklaus, il s'entend pas forcément très bien avec sa mère. Son grand-père lui met la pression par rapport à Noël et Niklaus, il a juste envie d'être le musicien qu'il est, d'être sur scène et de faire des concerts. Mais là, comme il a fait un deal avec son grand-père, eh bien, il se dit qu'il va y tenir et son grand-père l'amène à New York et le laisse à New York en disant, genre en mode, découvre la magie de Noël! Et Niklaus va tomber sur une jeune femme, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Vraiment un enfer de pas me souvenir le nom des gens. Mais il va tomber sur une jeune femme qui est une pâtissière, qui a un café qui fonctionne très bien, qui va en ouvrir un deuxième, et qui est une mère célibataire. Elle a eu des gros soucis avec son ex-conjoint, mais vraiment des gros soucis. Et sa fille en est restée handicapée. Alors, littéralement, elle n'est pas muette dans le sens neurologiquement parlant, mais ça lui a fait un tel traumatisme qu'elle est muette. Je sais même pas comment expliquer ça. Parce qu'on pourrait dire une forme de mutisme sélectif, mais en fait elle parle à personne parce qu'elle est traumatisée. Donc j'ai pas envie d'utiliser des termes qui risquent d'être maladroits. Donc elle ne parle pas pour des raisons traumatiques. Et les deux adorent Noël. Genre là, l'histoire se passe début octobre et elle est en mode la maison est déjà décorée en full Noël. Avec les décorations en extérieur et tout ce qui va avec. Alors qu'aux États-Unis, en plus à New York, il y a Halloween entre-temps, vous voyez. On attend au moins après Thanksgiving pour faire des choses en lien avec Noël, mais elles sont en mode non, c'est toute ma vie, ok. Donc je fais ça, et donc nos 2 personnages vont se rencontrer dans des circonstances, mais légendaires. Je ne peux pas dire autre chose que ça, je vous laisse découvrir, parce que vraiment je m'attendais pas à ça. Je me suis tapé un fou rire en imaginant la scène. Et les deux vont devoir se côtoyer, et c'est pas du tout un enemies to lovers, hein, mais ils se côtoient par des concours de circonstances vraiment lunaires, et les deux sont complètement à l'opposé, mais c'est là où Niklaus se dit que peut-être cette femme a été mise sur son chemin par hasard, mais pour des bonnes raisons, enfin plutôt c'est sa destinée plutôt que du hasard, et qu'elle va lui apporter quelque chose par rapport à la magie de Noël, en sachant qu'elle adore ça. Et voilà, les deux se côtoient, et je suis là-dessus, et vraiment, c'est assez émouvant sur certains aspects, notamment le lien de l'héroïne avec sa fille et leur histoire de famille compliquée, et on n'en sait encore pas trop là où j'en suis. Dans l'histoire, on en sait assez pour se situer, mais pas trop non plus pour que je sois en train de chialer toutes les âmes de mon corps ou d'être révoltée contre tous les hommes qui existent. Mais c'est suffisamment émouvant par rapport à ça. Et en même temps, elle a un café qui fonctionne très bien, elle aimerait bien ouvrir une deuxième boutique, mais c'est pas aussi simple que ça, et encore moins quand on est une femme seule, et donc on voit aussi ce côté entrepreneurial et le fait de sacrifier beaucoup de choses, mais d'aimer son travail. Et ce héros qui est complètement décalé par rapport à elle, ça donne lieu à des choses, mais c'est beau, vraiment, il y a des belles choses. Et je vous dis souvent, très très souvent, que j'aime pas les enfants dans les histoires, et c'est aussi pour ça que j'avais retardé l'achat de ce livre en me disant non, mais de toute façon, il y a un enfant, ça n'ira pas. Et en fait, j'adore la place de l'enfant, genre la gamine a vraiment sa place, et elle agit comme une enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une enfant qui agit comme si c'était une adulte de 25 ans avec des responsabilités, puisque ça, c'est ce qui m'énerve le plus, je crois, dans les histoires. Et je trouve que c'est la combinaison parfaite entre le conte de Noël, vous voyez, le côté très magique, très féerique, très... tout ce qu'on voit dans les films, les téléfilms de Noël, où il y a cette partie magique là, ou plutôt dans les dessins animés de Noël. Ça fait un peu ce côté magie de Noël là, parce qu'il y a un vrai Père Noël, il y a une vraie magie de Noël qui est expliquée. Et quand on nous parle au début de l'histoire de Noël, on nous aborde aussi la question de différentes religions et de cette magie de Noël en disant ok, il y a un côté magique avec le Père Noël, mais il y a aussi le côté réaliste avec... genre les lutins que nous sommes qui allons faire des cadeaux aux gens pour l'aider, et il y a tout cet aspect là qui est traité, et c'est pas quelque chose qu'on voit généralement, donc vraiment je trouve qu'on est vraiment sur ce côté magie de Noël et le côté romance, parce que quand après il débarque à New York et avec tout ce qui lui arrive, alors là on n'est pas encore sur une romance, hein, mais il y a ce truc là qui va arriver,
Et je trouve qu'on est sur une combinaison parfaite entre les deux, et c'est pour ça que je suis en mode genre, ah, ne me déçois pas, ne me déçois pas. À chaque fois que je le lis, je suis là genre, oh, j'ai peur de ce qui va se passer après. Mais j'adore, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce que je lis. Ça doit faire 2 ou 3 jours là, que je l'ai pas lu parce que j'étais fatiguée et que je me suis concentrée sur mes dramas et sur Stranger Things. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Mon émission culinaire, coréenne aussi. Et là, j'ai une nouvelle émission de dating à regarder. Mais bref, je me suis un peu focus là-dessus, donc j'ai pas forcément pris le temps de lire, surtout que j'aime bien être posée. Et bref, je vais le continuer. Je ne sais pas si vous aurez mon avis final dans cette vidéo. Ce qui serait un peu nul parce qu'il n'y en aura pas d'autres après, mais je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommence déjà. Et non, mais c'est ça. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ces 2 derniers jours pour ne pas lire? Et en fait, je viens d'avoir un flash. Alors déjà, le temps d'aller voir mon médecin, etc., ça me stressait tellement, j'étais tellement angoissée, j'étais comme ça dans mon lit. Donc, comment vous dire que non, je n'arrivais pas à lire, en fait. J'ai pas la tête à ça quand je suis comme ça. En fait, je lis, je ne sais pas ce que je lis. Mais après, je me suis enfin décidée à regarder Twinkling Watermelon et j'ai bouffé 14 épisodes en même pas 2 jours. Ouais, je sais. Je crois que littéralement c'était en 36 heures. Mais j'ai trop aimé ce drama. Non, en fait, j'en avais tellement entendu parler au moment de sa sortie. Et je savais que j'allais adorer, mais les extraits que j'avais vus, ça avait l'air d'être triste. Et je me suis dit, pas envie de pleurer. J'ai pleuré qu'à l'épisode 8, et c'est pas parce que c'était triste, c'est parce que c'était émouvant, en mode ça me touche. Mais c'est pas un truc en mode... en mode quand la vie portera ses fruits, où c'est vraiment des événements tristes qui se succèdent avec des gens qui meurent, avec des tragédies. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Et je sais pas, j'ai vu tellement d'extraits tristes que j'étais persuadée, et même avec une copine à l'époque quand on en parlait, c'était vraiment en mode ah non, on regarde pas encore celui-là parce qu'il est triste et tout. Pas du tout. Enfin, si, un peu, mais il est pas si triste que ça. Moi, je trouve qu'il donne plutôt un message d'espoir. Par contre, c'est du fantastique où on est sur un garçon qui vient d'une famille où ses 2 parents sont sourds et muets, son grand frère aussi, et lui c'est le seul qui ne l'est pas. Et du coup, bah il est la voix et les oreilles de sa famille. Et il a cette grosse pression là qu'il se met, mais qu'on lui met indirectement, parce que même son père rappelle assez régulièrement que sans lui, en gros, bah il pourrait pas communiquer avec le monde extérieur, parce que le monde extérieur n'est pas préparé à eux, quoi. Et un jour, il va se disputer avec son père et il va pouvoir revenir dans le passé. Il revient en 95 et j'adore quand ça se passe dans les années entre fin 80 et début 90 en Corée. J'adore voir ça. Genre vraiment, je suis fan des dramas qui se passent dans cette période-là. Et du coup, on est sur le garçon, le fils, qui revient dans le passé et qui va rencontrer son père par hasard. Son père qui, à ce moment-là, n'est pas sourd et muet. Du coup, il est en mode attends, mais comment ça, papa, il arrive à entendre? Comment ça, papa, il aimait la musique? Comment je pouvais pas être au courant depuis tout ce temps? En sachant que notre héros, donc le fils, est fan de musique et s'interdit de jouer de la musique parce que le plus important, c'est sa famille, après les études, et que la musique, ça passe après. Alors que c'est vraiment un truc qu'il adore, mais il peut pas se permettre en fait de le faire passer en priorité, de se faire passer en priorité. Et c'est ça qui est trop beau. Et il rencontre du coup son père dans le passé, et il voit tout ça, et ça part dans de l'énorme fantastique, parce que pour le coup, j'avais reproché ça à Love the Runner, où ça faisait beaucoup de jeux passé-présent, et là ça m'avait complètement perdu. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois je m'arrête à l'épisode 10, parce que j'ai jamais regardé la fin de Love the Runner. Oui, je sais, c'est une honte. Mais en fait, il y a tellement de bons dans le temps que je suis larguée, et je comprends plus rien. Et j'arrive plus à savoir où on situe les événements qui ont été modifiés ou pas, et moi ça me perd. Là, c'est trop bien fait parce qu'on reste dans le passé. Mais il y a plein de trucs fantastiques qui s'intègrent et t'es là genre what? Mais en fait l'univers est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. Et moi je pensais qu'on allait être vraiment basé sur la relation entre son père et celui qui allait devenir sa mère. Et en fait non, on est sur plein de sujets différents, sur plein de personnes différentes. Donc je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais je l'ai vraiment adoré. Donc là il me reste la fin de l'épisode 14 et l'épisode 15 et 16 à regarder. Et après je l'aurai fini. Donc je vais me faire ça. Non, je vais me faire Dynamite, comme ça ce sera fini et je pourrai le laisser derrière moi et le noter, mais je pense qu'il va avoir une sale note. Je vais regarder ensuite Twinkling Watermelon et après je verrai si j'ai envie de lire ou si je m'engage dans l'un des nombreux dramas qui est dans ma liste. Vraiment, ça va être les mêmes spots dans tout vlog, mais Holden squatte mon lit ou mon fauteuil de lecture, donc je vais là où il y a encore de la place. Et je suis la personne la plus heureuse de la Terre puisque on est dimanche 28 décembre et
Suga a fait un live. Non, parce que je vous parlais plus trop de BTS parce que j'attendais le retour de Suga. Et on l'a vu un petit peu. Vous voyez, on l'a vu un petit peu. Il nous a un petit peu teasé. J'ai vu le live à 7. J'ai fait ok, vous revenez un peu les gars. Vous spillez un peu le tea. On aime. Merci Namjoon pour ça. Mais Suga, j'attendais un peu son retour. Puis ouais, avec tout ce qui s'est passé, la mauvaise presse, les journalistes. Je comprends que tu te préserves, hein, frérot. Mais c'est pas là, il revient, il fait un live, il nous présente son chat. On savait déjà qu'il avait un chat noir, hein, parce qu'on avait déjà repéré les photos, mais genre là, il nous l'a présenté. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais écoutez, l'information est trop importante pour moi, donc je suis heureuse, je suis paix, je suis joie. Derrière, Namjoon sort un live, enfin aussi un live, j'attends qu'il soit traduit, mais... Enfin non, c'est même pas qu'il soit traduit, il est en anglais, mais qu'il soit disponible plutôt. Mais bref, je viens ouvrir le colis que j'ai reçu hier, mais hier, j'avais pas envie de vous prendre en vidéo. Je me suis reposée, j'ai regardé des dramas, j'ai regardé... Non, j'avais déjà regardé la dernière partie de Stranger Things, donc je sais plus ce que j'ai fait hier. Mais bref, je vais ouvrir mon colis. Je ne sais pas ouvrir un colis. J'ai aussi fait une commande sur le site d'Auchan parce qu'il me restait des chèques cadeaux à passer. Et bon, techniquement, ça va jusqu'à fin 2026. Est-ce que ça pouvait attendre fin 2026 ? Bien sûr que non. Pendant une bonne partie de Noël, on a parlé de Lego avec ma petite cousine Romane. Et je lui ai parlé de mon amour pour le bouquet de tulipes qui sort le 1er janvier. Sauf que sur le site de Lego, il est à 60 €. Et quand j'essayais de générer des cartes cadeaux, je n'y arrivais pas, ça me saoulait. Et là, sur le site d'Auchan, il était à 50 €. Du coup, je l'ai précommandé. Mais c'est pas le 26 décembre, ma petite cousine, elle m'envoie un message avec le bouquet de tulipes parce qu'elle l'a acheté, parce qu'elle l'a trouvé dans un magasin. Donc j'avais le seum, mais en même temps, j'étais contente pour elle qu'elle l'ait, vous voyez. C'est des sentiments assez mitigés, mais t'es jaloux parce que j'ai parlé du chat de Suga ? Mais tu sais que Suga, c'est l'un des amours de ma vie. Donc on peut considérer que le chat de Suga, c'est un petit peu comme ton demi-frère. Hein ? Juste, il est tout noir et toi, t'es un petit rouquin. Je crois que tu te demandais juste à qui je parlais, puisque je parlais toute seule. Mais bref, sachez que je me suis acheté un set Lego Tulipe que je recevrai la semaine du 8, je ne sais pas, janvier. Mais voilà, j'ai passé tous mes chèques cadeaux que j'avais eus. Donc on va retourner dans l'extrême pauvreté et il y aura plus de haul de livres. Et de toute façon, il y aura plus de haul de livres tout court. Et il y aura pas de haul Lego parce que vous le verrez que sur Instagram. Mais vraiment, je parle beaucoup trop, les gars. Je suis super excitée parce que je m'attendais tellement pas à ce que Suga fasse un live et qu'il nous présente en plus de ça son chat. J'ai eu trop d'émotions. Derrière, je vois le live de Namjoon, mais vraiment, je suis qui pour vous ? En sachant que là, en janvier, il y a le retour de Seventeen, alors pas le retour de Seventeen, mais une sous-unité avec Sungwon et Dokyeom, qui sont les deux vocalistes principaux du groupe, qui chantent divinement bien. Je ne suis que paix, joie, amour. J'ai trop peur que le gala des pièces jaunes, ils invitent Seventeen ou des membres de Seventeen et que j'ai le seum parce que je pourrais pas y aller. Et je suis presque sûre que ça va être eux et j'ai le seum d'avance. Mais voilà, ça va être des bonnes choses. Vraiment 2026, belle année au niveau K-pop, au niveau concert. Je vais voir Twice en concert, je vous rappelle. Mais bref, pour l'heure, je me suis acheté un roman graphique et un manga. Le manga, c'est le premier tome de Les Fleurs se maquillent aussi de Chouin. Pas trop sûre de la prononciation de là, du mangaka. Et j'adore que c'était une série en 3 tomes, très bien. On est sur deux femmes d'un certain âge. Bon, elles sont pas non plus méga âgées, mais d'une cinquantaine d'années, qui, je crois, vont se mettre en couple, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que l'une d'elles, son mari est décédé, et du coup, elle décide d'aller dans un salon se faire maquiller, ou aller prendre de la skincare, ou que sais-je, et du coup, elle tombe sur une autre femme, et elles vont finir par tomber amoureuses. Si je dis pas de conneries, on est là-dessus. Mais potentiellement, je vous dis des conneries. Mais voilà. Il me donnait envie, et je crois pas me tromper sur le résumé. Et le deuxième, c'est Demain de l'autre côté de Tina Cho et de Deb Chili. En fait, ça me perturbe parce que j'arrive pas à reconnaître les noms en coréen. Mais je crois qu'on est sur la Corée du Nord, de mémoire, c'était ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis sous blister. Je l'avais jamais feuilleté, donc vraiment tous mes livres arrivent abîmés, j'en ai marre. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais là il est tout tassé. Tous mes livres de la FNAC, ils arrivent comme ça. Et je l'avais jamais feuilleté, du coup je savais pas à quoi ressemblait à l'intérieur, mais bon, on est bien en Corée du Nord en 2013, donc en plus c'est un truc assez moderne. Je sais plus de quoi il est question, mais ça a été un coup de cœur des libraires du Phénix. Donc bien évidemment que je l'ai acheté. Alors qu'il coûte à rien, parce que vraiment il coûte 27 €. Mais je le voulais trop, il est pas très gros en plus de ça.
Mais écoutez, hâte de le lire, en sachant qu'hier, attendez, je vous ai posé dessus, mais hier j'ai commencé un petit peu Suivre la Lune, sauf que je suis beaucoup moins fan que Grand Panda et Petit Dragon, puisque là on n'est pas du tout sur des textes d'inspiration bouddhique. On n'est pas du tout sur des textes d'inspiration bouddhisme, c'est vraiment une histoire qui est racontée, alors l'autre aussi, mais là c'est vraiment... Bon là je vous prends la pire page parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte et il y a beaucoup d'illustrations. Mais à des moments il y a des gros pavés de texte et voilà. Et en soi, oui ok l'histoire est sympathique mais c'est vrai que j'avais peut-être trop d'attentes pour ce bouquin-ci. Il est sympa, hein, il est chouette, hein, mais je suis pas aussi attachée en sachant que, ok, on est sur un loup et sur un chiot, et que, bien évidemment, mes animaux préférés, mais ouais, je suis pas aussi emballée que Grand Panda et Petit Dragon. Donc je me suis pas vraiment posée pour le lire, je faisais des choses en même temps parce que ça m'inspirait moyennement. Et je pense que demain après-midi, je vais me poser pour le finir, pour lire aussi celui-ci, et pourquoi pas ajouter ce manga à la liste, mais j'en ai encore 3 autres que je veux lire. Donc on verra lesquels j'ajoute à la liste et si je lis des mangas ou pas. Mais j'aime bien faire des après-midi graphiques. Et cet après-midi j'étais occupée donc j'ai pas pu le faire. Et j'ai avancé un petit peu ma romance de Noël mais je ne l'ai pas encore finie parce que j'ai pas envie de la finir. Donc vraiment je vous fais des petits updates de vlog mais c'est pas forcément le plus intéressant parce que je le traîne en longueur. Mais comme j'avais ces livres que j'allais recevoir, je trouvais ça bien de vous les montrer, vous faire les derniers unboxings de la chaîne quoi. Et en même temps, j'aimerais bien pouvoir vous donner mes avis sur certains de ces livres. Mais plus j'en achète et j'en reçois, bah, plus j'aurai des choses à vous dire. Sauf que je n'avance pas les romans à côté. Ah si, j'ai aussi commencé un des recueils de poèmes de Pauline Bidissari, je crois que c'est. C'est Ça ira, je vous mets la couverture à l'écran. Mais alors je ne sais pas si c'est parce que je le lis en e-book. Et il me semble avoir déjà lu un autre de ses poèmes en e-book, j'ai un doute là-dessus. Mais je n'adhère pas spécialement et c'est la première fois où pour un recueil de poèmes, je ne suis pas du tout touchée par ce que raconte l'autrice. Donc je mets ça sur le compte de... C'était 23h, non 22h30, 23h hier soir quand je l'ai commencé, donc j'étais peut-être pas forcément dans le mood. Mais ouais, je ne l'aime pas du tout. Vraiment, c'est... Autant il y en a un, j'étais assez mitigée, je l'avais pas trop aimé, mais ça allait. Il y en a un que j'ai adoré. Mais celui-ci, je rentre même pas dedans, je vois même pas, entre guillemets, c'est horrible dit comme ça, hein, mais je vois pas l'intérêt de ce livre parce que alors, on est sur différentes parties. En plus, l'autrice parle de tout son processus d'écriture, comment est-ce qu'elle en est venue à écrire, etc. Et on sent que ce livre aussi est important pour elle. Mais je trouve qu'il y a pas de cohérence en fait entre les différents poèmes. Et là, j'ai fait qu'une seule partie des poèmes. Je suis pas encore switché de la première à la deuxième partie, donc je vais voir s'il y a une évolution entre les premiers et les seconds. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu genre... ok. Et Holden revient pour vous dire bonjour. Je crois qu'on t'avait pas encore vu au cours de ce vlog. Évidemment. Évidemment que tu dois prendre toute la place et te poser sur mon bras. Comme le mâle alpha que tu es. Un bébé chat. Je vous jure, elle a toujours pas compris que c'était une caméra. Ma nouvelle caméra. Je n'ai pas lu aujourd'hui parce que j'étais en train de faire d'autres choses, dont mon merveilleux bambou. J'ai fait mon bambou Lego. J'essaye de pas le faire tomber, mais regardez jusqu'au détail des galets. Il est trop beau, genre vraiment je suis fan, il est trop joli. Et donc je l'ai mis vers ma petite étagère corée, qui est bien vide, je sais pas quoi rajouter de plus. Et je sais pas si je vais vous montrer mon petit Funko Pop de K-pop Demon Hunter. Et voilà. Bref, je n'ai pas grand chose à vous raconter, parce que je n'ai pas du tout lu hier soir, j'ai pas du tout lu aujourd'hui, et je pense pas que je vais le faire demain, parce que j'ai envie d'écrire. Et après je vais peindre aussi, et je pense que... jusqu'à la nouvelle année, je vais pas faire tout ça. Donc pas trop d'intérêt de vous faire des plans de vlog où il ne se passe rien. Et j'ai pas envie de le clôturer non plus dans 6 mois. Donc je vais vous laisser ici. J'avais préfilmé hier ou avant-hier je crois, la finalité du vlog où je réponds un peu... alors pas aux questions directement parce que je n'ai toujours pas lu ni les DM ni les commentaires des gens. Hey. J'ai surtout peur d'être trigger ou de m'auto-trigger, etc. Mais bref, j'avais fait un petit message de fin qui est assez long parce que sur mon ordinateur, je crois qu'on a presque 2 heures de vlog. Et j'ai un peu abusé en termes de rush. Je vais réduire ça, mais de toute façon, je vous ai dit, ce sera un dernier long vlog avec de la lecture. Mais finalement, il n'y a pas tant de lecture que ça. Il y a plus des achats, mes cadeaux de Noël et du blabla. Mais bref, ce n'est pas grave. Je vous laisse ici et je vous laisse avec la Pauline du passé pour clôturer cette vidéo et cette chaîne YouTube. Je crois qu'on peut pas plus faire moi que ça, c'est-à-dire ma tête pas maquillée et même pas coiffée, parce que écoutez, il y a plus de respect entre nous, hein, je vous l'ai dit, ça fait un moment qu'on a abandonné les standards de beauté. Hein. Attendez, vous le voyez pas. J'ai un t-shirt de Seventeen, aujourd'hui nous avons The Eight, voilà, et petit cardigan de Taylor dans ce fauteuil.
pour le dernier plan de ce vlog. Oui, ça y est, vous le redoutiez, ou peut-être pas. Ou peut-être que vous attendiez des explications plus précises, plus profondes, ou que sais-je. Mais j'ai pas lu. J'ai vu une partie des commentaires, mais je les ai lus vraiment en diagonale, et une autre partie que je n'ai pas lue. Donc voilà. Et je n'ai toujours pas ouvert mes DM, je crois que j'en ai genre 15 qui m'attendent. Parce que c'est en lien avec mon départ de YouTube, et que je pense qu'il y a une part de moi qui a peur d'être trigger, parce que je sais que tout ce qui est soudain, ça peut créer des émotions assez différentes chez les gens, dont parfois assez extrêmes, et j'ai peur d'être trigger par les gens, alors que je sais qu'en très grande majorité, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Surtout pour des départs, enfin les gens, généralement, ils donnent pas de la haine pour le départ de quelqu'un, plutôt des encouragements et des espèces ouais, d'encouragement et de messages mignons, quoi. T'as envie qu'une personne, elle soit juste heureuse par la suite, quoi. Mais bref, c'est vrai que j'ai pas regardé toutes les remarques qu'ont pu faire les gens, mais quelque chose qui m'a été, entre guillemets, je mets des gros guillemets à tout ça, on est bien d'accord, hein, reproché, c'est que ça apparaît soudain, et beaucoup de gens ont affilié mon départ à des statistiques. Alors oui, bien sûr que ça en fait partie, mais enfin vraiment, j'ai toujours dit, si je dois faire des vidéos où elles sont vues par 3 personnes, je le ferai. Mais c'est vraiment plutôt le décalage que j'ai avec Booktube et avec les réseaux sociaux littéraires de manière générale, où pour moi, on est là pour parler de lecture, et de nos lectures, vraiment celles qu'on adore. C'est celles que j'ai envie de mettre en avant. Je vous ai dit que je faisais plus de flop de l'année depuis quelques années, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas de dire qu'un bouquin, je ne l'ai pas aimé, vous donner toutes les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas aimé, parce que bah, tout avis est subjectif, hein, on est bien d'accord, hein. Mais si c'est juste pour défoncer un bouquin parce que je l'ai pas aimé et que je vais vous dire oh combien je l'ai pas aimé, bah ça n'a pas d'intérêt. Déjà qu'en direct avec les vlogs, quand je vous donne mon avis à chaud, je peux être assez sévère dans des trucs où dire mais je comprends pas l'intérêt, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, mais c'est moi que ça regarde. Et il y a des personnes qui sont très douées pour faire des avis construits même quand ils sont négatifs, mais c'est pas mon cas. De même que je ne sais pas argumenter quand j'aime quelque chose, hein, mais voilà. Ma vidéo de mes tops de l'année, elle n'a pas forcément fonctionné, et vraiment il y a des gens, c'était des amours qui me disaient ah mais moi je la garde pour telle période, tu sais, moi je la garde un peu en décalé, etc. Mais déjà il n'y a aucune haine, et je ne vous en veux pas de pas regarder toutes mes vidéos, je pars juste d'un constat qui est fait que l'algorithme a vraiment changé depuis cet été, et que mes vidéos ont vraiment n'ont plus été mises en avant, que des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui ont même mis les notifications, si elles n'ont pas coché toutes les notifications, elles ne reçoivent plus du tout mes notifications. Il y a des gens qui, même en mettant les notifications pour toutes les vidéos, ne les reçoivent pas, et je sais que ça m'arrive aussi avec des plus petits créateurs, ou des créateurs qui sont en perte de vitesse. Il y a une illustratrice que j'adore, depuis qu'elle fait beaucoup moins de vues qu'il y a 3-4 ans, je n'ai pas toutes les notifications alors que c'est coché. Donc j'ai dit, voilà, c'est à moi de checker la chaîne régulièrement. On n'a pas tous le temps. J'ai aussi conscience qu'en décembre, il y a plein de gens qui font des vlogmas. Et qu'en plus de ça, j'ai posté beaucoup mes vidéos en fin d'après-midi. Et j'avais trouvé ce nouvel horaire de mardi en fin d'après-midi ou mercredi en fin d'après-midi. Moi, ça me convenait, mais ça convenait pas forcément à tout le monde, et je voulais plus être dans ce truc de stade de oui, il faut poster le dimanche à 17h, parce que perso, ça me saoule d'avoir le dimanche entre 16h30 et 18h30 toutes les vidéos qui sortent d'un bloc, alors qu'en fait, pendant toute la semaine, je me suis fait chier. Donc ouais, je voulais pas suivre ce côté tendance, mais à l'inverse, les stats n'ont pas forcément suivi. Ce n'est c'est qu'un fait, en fait, c'est qu'un des éléments qui fait que j'ai envie de partir, en sachant que, en fait, il y a déjà eu des signes. Comme dirait Taylor avec Bon Iver, I gave so many signs. Évidemment, jusqu'au bout, je vais vous parler de ma passion, de mon adoration de Taylor et de la fangirl que je suis pour à peu près tout le monde sur Terre, évidemment. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des signes déjà fin 2024. J'étais en mode oui, je sais pas si je reviens, sauf que j'avais mon poignet en vrac. Je pensais que c'était temporaire, donc j'étais en mode oui, mais en fait je peux rester, mais il faut que j'arrête de mettre la pression. Donc je vais revenir, mais je vais poster à mon rythme. Et j'étais en mode ouais, voilà, je me mets plus la pression, je me mets plus la pression. Oui, alors je me suis répété souvent ce discours-là, et je pensais ne pas me mettre la pression, mais en réalité si, je me mets la pression. Et il y a plusieurs jours de ça, je suis tombée sur un témoignage d'une fille qui est ADHD, donc qui est autiste et qui a un TDAH, et elle discutait avec son mari ou son conjoint, enfin une personne qui partage sa vie, et elle lui expliquait que soit elle décidait de travailler, soit elle décidait d'avoir des hobbies, mais elle pouvait pas faire les deux parce que en fait elle n'en est pas capable. Et c'est clairement mon cas. Et vraiment, depuis que j'ai fait mon travail sur les TND, je me rends compte, enfin déjà même avant que je sache tout ça, parce que j'avais déjà fait ce premier travail-là avec une psychologue, c'est que en fait je ne sais pas mettre mes limites, et en fait je ne sais pas où elles se situent surtout. C'est ça ma problématique, c'est que je crois savoir mettre mes limites, et après je jette un coup d'œil en arrière et je me dis ah, en fait elles étaient là mes limites, ah bah ouais, j'ai fait un peu du chemin, mais je m'en suis rendu compte, hein. Donc ouais, c'est vrai que je ne sais pas mettre mes limites, donc ça arrive très souvent que je les dépasse, que je finisse épuisée, à ne plus rien pouvoir faire, et c'est quand même problématique. Et vraiment, travailler, ça me prend énormément de temps et surtout d'énergie. Et c'est vraiment ça
le plus important. Et maintenant, je peux plus nier le fait d'être handicapée et que je n'ai pas le choix d'accepter mes handicaps parce qu'ils sont bien là et qu'en fait ils ont toujours été là, c'est juste que maintenant c'est tellement... En fait comme c'est posé, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je peux pas basculer sur le déni parce que c'est quand même compliqué d'accepter ça, mais pour autant il y a tellement de signes, il y a tellement d'évidence et on m'a expliqué tellement de choses aussi par rapport à mon fonctionnement et je vois tellement de discours de personnes où même si on a des situations de vie très différentes et des personnalités assez différentes, dans notre fonctionnement on est pareil et je me dis ah ouais en fait je suis quand même bien handicapée quoi, je suis quand même bien en dehors des standards, je suis quand même bien fatiguée par la vie, il y a plein de choses où quand je vais aller à un événement, il va me falloir littéralement une semaine pour m'en remettre, là où une personne lambda, il faudra peut-être 2 jours. Et c'est pas le fait que je me sois couchée tard, le problème c'est du bruit, des gens, et changement d'ambiance, et ça j'ai pas l'habitude, et je suis rentrée chez moi, mais oui, mais j'avais dû me maquiller pour un peu me conforter dans le truc social, etc. Trop de choses. Et YouTube est devenu une forme de contrainte, ça va être horrible dit comme ça, mais j'arrive pas forcément à trouver mes mots et à m'exprimer, et on rappelle que j'ai des troubles de la communication, donc vraiment si c'est pas très clair, ne le prenez pas personnellement, ça ne l'est pas. C'est vraiment que je me suis tellement mis la pression en me disant ok, je vais pas poster régulièrement, je vais faire ça comme je veux, mais derrière les stats faisaient que se casser la gueule. Et même quand après j'arrivais avec une vidéo où j'étais trop fière de la poster, où j'étais trop contente d'arriver avec mes avis, etc. Ou même un petit blabla de je raconte ma vie, bah derrière, l'algorithme faisait que vous ne voyiez même pas les vidéos dont j'étais fière, enfin que j'étais fière de poster. Donc il y avait encore ce truc de, ok, pour avoir de la visibilité, pour que les vidéos soient vues, et vraiment pas dans un but de devenir une influenceuse à plein temps, parce que je le dis et je le répète, je ne veux pas être auto-entrepreneuse, je ne veux pas vivre des réseaux littéraires, je ne l'ai jamais voulu, je ne peux pas. Genre psychologiquement, je savais, j'ai besoin du salariat, j'ai besoin d'avoir une entreprise derrière moi, j'ai besoin d'avoir un patron qui me dit quoi faire, parce que si j'étais mon propre patron, je travaillerais comme une folle pendant 1 semaine et je serais en dépression les 2 autres semaines qui suivent. Donc je ne peux pas être mon propre patron. Ça pourrait être très bien pour plein de gens, et il y en a plein qui rêvent de ça. Moi, je rêve de continuer d'être salariée parce que je ne peux pas être à mon compte. Et encore moins dans quelque chose d'aussi, entre guillemets, instable que les réseaux littéraires où, selon la moindre chose, en fait, faut tellement être sur le qui-vive par rapport à l'algorithme, à comment est-ce que vous êtes perçu sur votre image, sur plein de choses que moi, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai envie de pouvoir vous montrer un bout de vlog de moi qui danse si j'en ai envie, toute seule chez moi. Et à côté de ça, d'arriver avec ma gueule pas maquillée et j'en ai rien à battre, en fait, parce que ça, c'est ma tête au quotidien, en fait. Et que, enfin, vous regardez pas des vidéos sur des bouquins pour le visage de la personne, alors qu'en fait, si, littéralement, quand vous êtes une jeune femme blonde de 20 ans, vous avez plus de chances de percer qu'une personne de 45 ans qui est brune, quoi. Et c'est une réalité. Et en plus, si vous rajoutez évidemment, le côté blanche rentre en ligne de compte, le côté mince rentre aussi en ligne de compte. Si vous lisez de la romance ou de la romantaisie, vous êtes plus mise en avant parce que les gens recherchent aussi ça. Et avec un certain physique, ça amplifie ce genre de choses. Et moi, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais intéressée. Et encore moins ces dernières années où j'ai trouvé encore plus de liberté sur ma chaîne. Et je voulais pas me conformer à ces standards-là pour vivre d'une passion que j'aurais quand même, en fait, même si je ne suis pas payée pour, c'est-à-dire que je continuerai ma lecture même si je suis pas payée pour lire des bouquins, et même si je reçois plus de SP, et c'est déjà le cas depuis de nombreuses années où j'en reçois que quelques-uns, je prends toujours autant de plaisir à lire des bouquins, et si j'ai pas envie de les lire, genre là, maintenant, tout de suite, c'est ok, enfin je peux les lire dans 6 mois, et on a une espèce d'entente en fait avec les maisons d'édition que je contacte, où c'est souvent des petites maisons d'édition, ou des niches, ou des choses comme ça, où vraiment, le moindre petit coup de projecteur qu'ils peuvent avoir, c'est du plus pour eux, et même si on me refuse en SP, je suis pas en train de faire un caca nerveux, ou de dire genre c'est pas juste, c'est pas bien, ou bah non, tant pis, je vais l'acheter avec mes propres moyens, et je le lirai quand j'en aurai envie, et peut-être que je vais le lire d'un seul coup, et c'est ok, et je fonctionne comme ça depuis des années, hein. Donc vraiment, c'était pas dans un but d'avoir des stats qui augmentent pour valoriser l'influence, c'était plutôt pour me dire, en fait, il y a des gens qui me suivent, qui m'apprécient, en tout cas qui apprécient ce que je fais, et eux, ils voient même plus, ces gens-là, ces personnes-là ne voient même plus mon contenu parce que la plateforme invisibilise ce que je poste parce que je poste pas assez régulièrement. Donc faut être plus régulier, faut poster chaque semaine, ou 2 fois par semaine, il faut poster entre tel créneau et tel créneau, et c'était même pas, vraiment, je le dis et je le répète, c'était même pas dans un but de se faire de l'argent, parce que vraiment, je vous ai toujours dit, la monétisation sur YouTube, infime. Je crois que cette année, je suis à 200 et quelques euros, je suis même pas... Je vous disais avant, ouais, je suis à alentours de 300 euros. Non, là, ça a complètement baissé, on est à 200 et quelques euros. Donc vraiment, ma caméra m'a coûté, je crois, 400 et quelques euros. Donc même là, je rentre pas dans mes clous, en fait, en termes d'investissement. Donc tout le matériel que j'ai pu acheter pour les réseaux sociaux,
jamais rentabilisé avec YouTube, hein. Vraiment jamais. Et encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'était pas le but de se faire de l'argent. Mais comme des gens parfois évoquent le fait de se faire de l'argent sur YouTube, faut que les vidéos elles cartonnent en fait. C'est pas une question d'abonnés, hein, c'est une question de placement de produits et c'est une question de nombre de vues. Mais oui, j'ai jamais fait ça pour l'argent et quand on parle de monétisation, la monétisation des vidéos, à part si vous faites des milliers et des milliers de vues, autrement vous pouvez pas vivre de ça, en sachant que c'est un chiffre d'affaires. Donc en plus de ça, quand vous mettez ça au prorata du salaire que vous versez, vraiment sur YouTube c'est pas comme ça, enfin sur Booktube en tout cas c'est pas comme ça que vous gagnez votre vie, hein. C'est avec les placements de produits, c'est avec des collaborations commerciales, mais c'est certainement pas grâce au visionnage et à la décence en fait. Mais c'est vrai que j'en étais venue à nouveau me mettre la pression indirectement, à me dire qu'il fallait qu'il y ait une vidéo par semaine, donc que je puisse lire dans la semaine, pour vous vloguer dans la semaine, pour avoir une vidéo à vous alimenter. J'adore le format vlog, j'adore le consommer, j'adore le filmer, même le monter, ça ne me dérange pas. Mais quand vous passez du temps dans votre semaine à tourner, et vraiment c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs, un vlog c'est pas ce qui prend le plus de temps, un montage vous avez juste à faire des cuts, quand vous avez pas des plans que vous insérez, etc. Quand vous avez pas la petite musique à chercher, tout ce qui va avec, allez, en 4 heures de temps, après ça dépend de la durée du vlog, hein. Quand je fais un vlog d'1 heure et demie, on est plutôt sur du 5 heures de temps, vous avez le temps de faire une miniature, vous avez le temps de monter une vidéo, vous avez le temps de toute la planifier, etc. 5 heures de temps, c'est pas ce qui vous prend le plus de temps, mais ça prend quand même un certain temps, et surtout c'est l'organisation en amont, et tout se dire de ok, faut que j'ai lu des bouquins, donc même quand, alors ça n'a jamais été une contrainte pour moi de lire, mais ça veut dire que si je ne lis pas, il faut quand même que j'ai des choses à raconter aux gens, et il n'y a pas de souci, je sais vraiment documenter ma vie, je sais faire en sorte que waouh, plot twist, est-ce qu'elle a acheté de la salade ou pas, je sais rendre les choses attractives, hein, vraiment je sais raconter des histoires, il n'y a pas de souci, je peux vous parler pendant des heures sans me lasser. En plus c'est ma chaîne et c'est clairement un monologue, donc vraiment s'il faut que je vous fasse un vlog d'1 heure et demie sur mon amour pour Seventeen et que je vous présente chacun des membres, ce sera plutôt une vidéo de 8 heures si je fais ça. Mais si je devais vous présenter chacun des membres et pourquoi est-ce que je les aime et à quel moment je les ai vraiment cernés et qu'est-ce que j'aime chez eux, ou si je dois reprendre chaque titre de Taylor Swift et vous dire pourquoi est-ce que je l'aime, pourquoi je l'aime moins, ou comment est-ce que j'ai pu changer ma façon de voir en concert, vraiment je pourrais faire des podcasts entiers sur ces sujets-là. Mais c'est pas le but c'était quand même de vous parler de lecture ou de mêler un petit peu de lifestyle aussi en disant ok, on va faire un ratio entre ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu acheter, les petites choses qui ont changé dans ma vie, et ça me plaisait de partager ça avec vous parce que j'ai beau mettre l'accent sur le lien parasocial que je trouve malsain parce qu'il peut être utilisé contre vous et que ça peut alimenter quelque chose de malsain, surtout quand on a des troubles mentaux comme c'est mon cas. J'ai des TND et des troubles mentaux, j'ai pas envie que vous soyez en pleine empathie avec moi, en pleine compassion plutôt avec moi, parce que derrière la relation risque d'être très toxique et que je ne veux pas engendrer ça. J'ai déjà pu l'expérimenter et vraiment je ne recommande pas. Et ouais, j'ai déjà été trigger par des personnes et je pense que j'ai aussi trigger des personnes parce qu'on peut aussi être la personne toxique de la vie de quelqu'un d'autre, hein. Mais j'avais pas envie de ça, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le haut là il y a quelques années, de vous dire genre non, je suis juste là pour vous divertir, pour vous apporter un petit peu de réconfort, ou juste vous serez pas tout seul en train de manger parce qu'il y aura une vidéo pour vous tenir compagnie. Et moi c'est ce que je fais avec plein de gens et pas forcément que sur Booktube, et ça me va très bien comme ça. Et si vous allez faire pipi en emmenant vos téléphones, et ben je suis très contente de vous avoir accompagné quand vous étiez sur vos toilettes, quand vous faisiez votre ménage ou qu'on faisait votre vaisselle. Vraiment c'est ce que j'ai dit ces dernières années et c'était très vrai. Sauf que je me mets trop la pression et je me rends même pas compte que je me mets la pression jusqu'au moment où je me pose avec moi-même et je me dis là t'es en train de te dire ok, comment est-ce que je peux organiser ma semaine parce que faut que je pense à tourner tel update parce que là ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce bouquin et là ah ouais, est-ce que j'en parle maintenant, non attends de le lire un petit peu. Et je sais que c'est des micro choses, mais comme mon cerveau ne s'arrête littéralement jamais, c'est plein de choses qui me rajoutent de la charge mentale et à un moment donné j'en avais juste marre, et vraiment c'est ce que j'ai expliqué aussi sur Instagram quand j'ai fait des petites stories en mode ok, j'ai voulu faire ma drama queen, poster ma vidéo, me barrer, mais en fait je ne sais pas être comme ça, je ne sais pas faire ça parce que je déteste les gens qui laissent juste un message et qui se cassent et qui répondent pas pendant des heures, parce que moi je suis en mode j'ai tous mes doutes et mes incertitudes, donc qu'est-ce que je fais? Donc je voulais pas vous laisser comme ça, je me suis plus exprimée sur Instagram parce que pour le moment c'est le réseau social que je garde. Je sais pas si je vais remodeler mon compte Instagram, si je vais en créer un autre, si je vais être que là pour des DM, si je vais vous raconter ma vie, je ne sais pas. Franchement je ne peux pas vous dire, je ne sais absolument pas à ce niveau-là comment me situer. Il y a des livres où je me dis ouais faut trop que j'en parle, etc. Mais est-ce qu'il y a un public pour entendre cette dame parler de livres encore? Je ne sais pas, et je vous ai dit il y a un moment, Instagram m'a shadowban comme jamais et c'est ok, et j'ai accepté la chose avec Instagram. À des moments je suis en mode non mais vas-y poste du contenu, sois régulière, et en plus même quand je commente les posts des autres, on vient pas forcément me rendre l'appareil et j'ai pas envie d'être le genre de meuf qui va commenter juste pour avoir la même chose derrière. Je trouve pas ça ok, enfin j'ai envie d'avoir un vrai échange avec les gens et c'est plus forcément ce qui est recherché, donc pourquoi est-ce que je me prendrais la tête à faire des choses entre guillemets pour rien?
Il y a plein de questionnements et vraiment je n'ai pas les réponses. Beaucoup de choses ont changé sur les réseaux littéraires. J'ai aussi changé, mon positionnement, ma vision des choses ont également évolué. Donc c'est vrai que je suis juste dans ce truc de... Il y a plein d'incertitudes, ou en tout cas je n'ai pas... J'ai pas tous les questionnements et toutes les réponses du coup qui vont avec. Et vraiment c'est un plaisir de faire des vidéos, c'est un plaisir d'avoir des retours des gens, c'est un plaisir quand vous lisez mes livres préférés, c'est un plaisir quand je vous influence, même pour regarder des émissions de K-pop ou pour écouter des chansons de Taylor Swift. Vraiment c'est un plaisir d'échanger même sur des sujets random de est-ce qu'on met les céréales avant ou après le lait. Genre vraiment j'adore discuter avec vous, j'adore la notion de partage. Ma vie se fait essentiellement maintenant via des liens virtuels plutôt que des liens IRL parce que les gens me trigger trop quand je sors de chez moi, je suis pas assez conditionnée. Et j'adore les échanges qu'on peut avoir et j'adore... Ouais, vraiment, j'adore la relation qu'on a réussi à instaurer, vous et moi, mais j'ai envie de garder une image positive de YouTube. Et je sais que si je continue, je vais juste devenir une parodie de moi-même. Et peut-être que j'arriverai à complètement me désintéresser des stats ou... C'est même pas les stats en tant que telles, ce que je dis, j'en fais rien des stats derrière. Mais c'est juste un peu ce dosage où en fait on arrive un peu à se quantifier sur est-ce que les gens apprécient encore notre contenu par rapport à une chose aussi stupide que des chiffres qui sont en plus de ça influencés par un algorithme dont on ne saisit rien. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me référer à ça pour savoir si les gens aiment encore ce que je fais. Et en même temps, c'est assez révélateur parce que je vous ai dit, ma vidéo préférée de l'année, et j'en fais toujours des tas avec cette vidéo, c'est mes favoris, mes lectures préférées de l'année. Et là, c'est une vidéo qui n'a pas forcément fonctionné. Et oui, ça m'embête, mais en même temps, ce que je vous dis, c'est révélateur d'une société qui a changé, d'un mode de consommation différent, de plein de choses comme ça qui me fait me rendre compte que, en fait, c'est pas, entre guillemets, le système le problème, c'est moi, par rapport au système, le problème, quelque part. C'est moi qui me suis remise en question et qui me dit, ok, j'adore faire des vidéos YouTube, mais j'aime parler de bouquins et de parler un petit peu de ma vie. Et là, plus le temps passe, plus je lis pas forcément tout le temps des bouquins, donc je raconte plus ma vie. Est-ce que c'est ça l'essence même de Booktube, de parler de sa vie? Non. Je pense aussi, et j'en avais pas forcément conscience avant, mais peut-être que j'ai créé cette chaîne aussi pour avoir une sorte de besoin d'attention que j'avais pas forcément conscientisé avant et que maintenant c'est en mode ok, est-ce que j'ai encore besoin de me mettre autant en avant? Est-ce que j'ai besoin de, entre gros guillemets, me mettre en scène, donc là, de faire des vidéos et de dire regardez-moi, aimez-moi, aimez-moi, et est-ce que j'ai besoin de booster encore plus ma dopamine alors que j'ai déjà un problème à ce niveau-là? Non, je crois pas. Et je trouverais pas ça juste de continuer de faire des vidéos juste pour percevoir un peu d'argent de la part de YouTube et pour dire aux gens regardez, j'existe encore, regardez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Non, vraiment je n'en vois pas l'intérêt et je veux pas me dégoûter de YouTube et travailler énormément pour au final être là vraiment tomber dans une caricature de moi-même ou de plus aimer ça en fait à force parce que je le fais par devoir et pas parce que j'aime ça. Donc pour moi c'est la décision la plus saine et je sais que pour beaucoup ça a été soudain et j'étais un peu dans tous les sens dans cette explication parce que c'est aussi tout ce qui s'est passé dans ma tête depuis parce que j'ai tourné la vidéo un matin alors qu'elle était pas du tout préparée. J'ai fait le montage en fin d'après-midi, je l'ai posté vers 18h et quelques, vraiment en mode allez c'est bon, elle est uploadée sur YouTube, je la mets en ligne, juste histoire que vous l'ayez bien en 4K aussi, mais c'est en mode genre voilà, allez, je coupe les réseaux, je me barre. 4 heures plus tard, j'étais retour sur Instagram en stories en disant non mais en fait je vous apprécie hein, et je veux pas que vous le preniez mal parce qu'en fait j'ai bien réfléchi à tout ça, c'est pas la première fois que j'en parle. Et j'ai fait tout un speech parce que c'est en mode ok, j'ai pas envie que les gens ils l'interprètent mal ce que j'ai pu dire en sachant que vraiment je pensais avoir été claire dans cette vidéo mais ça restait fouillis parce que très spontané et pas préparé comme là le morceau de vlog, cette fin de vlog est assez fouillis et je pars dans tous les sens. Mais je pensais déjà arrêter en fin 2024 ou en tout cas beaucoup moins me mettre la pression et je pensais que j'allais espacer les vidéos et que j'allais peut-être en sortir que 2 dans le mois, puis après ça allait être 1 dans le mois, puis après en fait j'allais disparaître petit à petit. Je me suis dit c'est comme ça que ça va se passer. La vie a fait que j'étais en arrêt de nombreux mois, donc j'avais aussi du temps libre devant moi, ça me faisait du bien de partager mon quotidien et vraiment je trouvais ça fun hein. Et c'est toujours un truc qui me fait prendre du plaisir. Et il y a quelques jours, je m'interrogeais même sur Instagram en me disant oh, en fait, je pourrais aussi vous faire un readathon pour vous dire au revoir et pour bien finir, et je pourrais faire ci, et je pourrais faire ça. Ouais, mais en fait, c'est pas des idées de vidéos qui me manquent, ni du temps. C'est vraiment, ça me demande beaucoup trop d'énergie pour derrière. En fait, j'ai pas envie de vous niquer en disant pas grand chose, mais c'est vraiment, ça me prend tellement d'énergie. Et jusqu'à présent, j'ai été en arrêt, puis j'ai un peu travaillé, puis là, je vais à nouveau être sur un nouveau poste. Et en fait, cette énergie-là, que j'ai déjà pas beaucoup, j'aimerais l'investir pleinement dans mon travail et dans des pleins temps de repos
plutôt que de penser encore à YouTube, puis à Instagram, puis en même temps à sociabiliser, parce que c'est important que je continue de sociabiliser, puis il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça, et en fait ça me fait beaucoup trop de choses que je ne peux pas gérer. Et avant j'essayais de me convaincre que je pouvais tout gérer, et que tout allait bien se passer, que si je suis bien organisée, je peux y arriver. Oui, mais en fait c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Et Elden arrive juste à ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends avec mes différents thérapeutes, c'est si ça demande de l'énergie, si ça me fatigue après, si c'est quelque chose qui prend autant de temps et autant de... Ouais, ça me demande du repos, de la compensation, ou ça me demande une énorme organisation, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et ça veut dire renoncer à certaines choses. Et soit je renonçais et je me disais, ok, je fais une vidéo YouTube de temps en temps, mais je sais que derrière, j'aurais été voir mes stats et je me serais dit, ah ouais, en fait, les gens, ils en ont plus rien à faire. Donc pourquoi est-ce que je suis encore là? Oui, je prends du plaisir à faire ça, mais tout ce temps investi, est-ce que ça en vaut la peine? Et je me serais remise en question en tant qu'être humain, alors que vraiment, on est d'accord. On n'est que sur des statistiques qui sont influencées par un algorithme qu'on comprend pas. Donc en plus, même quand tu essaies de le respecter, tu ne sais pas vraiment comment ça marche. Donc vraiment, on n'était que dans ce truc-là, ou alors je décidais d'arrêter YouTube et de me dire, ok, j'aurai ce temps-là, en plus, j'aurai cette énergie-là, que je pourrais passer à lire. Et c'est aussi ça la plus grande, entre guillemets, problématique. En fait, quand tu fais une chaîne Booktube, t'es censé bouquiner, t'es censé lire. Et le nombre de fois où c'était en mode, ok, j'aimerais bien lire, mais en fait, j'ai du travail à faire pour les réseaux. Donc va faire ton travail pour les réseaux. Ou alors, ah ouais, t'as lu tel truc, ah ouais, pense à faire un update parce que tu risques d'oublier après derrière. Et j'en étais venue à rentabiliser ma lecture, c'est pas forcément le vrai terme, parce que vraiment, je me suis jamais forcée à lire. Alors des moments, je peux me forcer à me dire à moi-même, maintenant tu te poses et tu lis, parce que je papillonne beaucoup trop et je vais faire 40 000 trucs en même temps, donc il faut que je prenne des moments calmes, et c'est important pour moi d'avoir ces moments-là. Mais je me suis jamais forcée à lire pour les réseaux, en me disant, ah, faut que je lise tel bouquin, parce que les gens, ils attendent mon avis, parce que... Non, jamais, genre vraiment... Ou alors, si ça m'est arrivé, je n'en ai plus conscience, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué, en tout cas. Et là, je veux juste lire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et pas forcément... entre gros guillemets, rendre compte de mes lectures. J'ai aussi envie de garder certaines lectures pour moi, alors qu'avant j'avais besoin de tout partager. Et plus le temps passe, plus je me dis, ouais, je pense que vraiment mon besoin d'attention est beaucoup moins important. Et j'avais pas forcément conscience d'avoir un besoin d'attention. Mais maintenant que j'ai pris du recul et que je vois un peu plus les choses clairement dans ma vie, je me dis, ouais, en fait, je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'exister, j'avais besoin d'être... alors adulé c'est un bien grand mot, mais ouais, j'avais besoin de ce côté adoration que je n'ai plus besoin maintenant, et j'ai pas besoin de montrer mon quotidien, et j'ai pas besoin de la validation des autres. Et vraiment, même quand je suis passée de lire du young adult et de la romance principalement, à basculer sur la littérature asiatique, qui est genre mon méga coup de cœur, alors spécifiquement la littérature coréenne, mais la littérature asiatique de manière générale, ça a été une révélation dans ma vie, et vraiment je suis tellement contente. J'ai appris tellement de choses, j'ai vu tellement de choses, je suis tellement épanouie dans cette littérature-là, je suis trop contente, parce que ça m'ouvre aussi... les yeux sur plein de cultures et sur une façon de voir le monde qui est beaucoup moins centrée sur l'Occident et sur notre regard de français et tout ce qui va pas d'un point de vue politique et médiatique. Mais c'est vrai que d'avoir fait ce virage-là, je sais aussi que j'ai perdu des gens en cours de route et j'étais complètement ok avec ça. Mais ouais, là je pense qu'il y a certaines lectures que j'ai envie de garder pour moi. Il y a des choses que j'ai envie de partager, et c'est pas forcément que des lectures, c'est aussi mon quotidien. Et je sais que maintenant Booktube est beaucoup plus large et que c'est un peu sur du lifestyle avec un focus un peu plus lecture, mais c'est plus forcément ce que j'ai envie de faire. Et vraiment, depuis que j'ai pris cette décision d'arrêter YouTube, même si, je le dis et je le répète, fin 2024 j'en parlais déjà. Et j'en ai encore parlé il y a un peu plus d'un mois dans un vlog, je crois qu'il date de novembre, je ne sais plus lequel, je vous mettrai en barre d'informations, où je dis un jour je vais juste disparaître et voilà, il faudra pas s'inquiéter pour moi. Sauf que en ayant parlé autant de santé mentale et en ayant autant montré des pans de ma vie où ça allait pas forcément bien, je peux pas juste disparaître. Je sais que je vais inquiéter des gens. Et deuxièmement, je trouve pas ça juste pour vous de juste partir et vous dire, bon bah c'était sympa, hein, salut, hein. Enfin, pour moi, c'est un tel manque de respect par rapport à vous, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et le nombre de gens que j'ai vu disparaître des réseaux, j'en parlais plus tôt dans le vlog, le nombre de gens que j'ai vu disparaître des réseaux, moi j'étais en mode, mais elle va revenir, la personne elle va revenir. Souvent c'était des femmes, j'étais, elles vont revenir. Bah j'espère que ça va, j'espère qu'elles vont bien, j'espère que... Et pas d'annonce. Et moi, j'ai besoin de clôturer les choses. Donc voilà, j'ai déjà pensé à faire une autre vidéo dont un ridaton. J'ai vraiment pensé à le faire. Je me suis dit, ouais, je pourrais filmer ça parce que là, je vais avoir du temps. Et je pourrais prendre quelques bouquins qui m'intéressaient bien. Et je pourrais faire ça. Je vais dégommer du livre pendant 24 heures. Et là, je vais pratiquement pas dormir parce que je peux me permettre de le faire. Et je fais, non, Pauline, arrête de vouloir faire des concepts que t'adorais faire, parce qu'en fait, c'est pas le fait de ne pas aimer YouTube, de ne plus l'aimer. C'est que la plateforme a trop évolué. J'ai aussi beaucoup trop changé. Les consommations des gens ont aussi changé et je me retrouve plus dans cette place-là où je ne
veux plus avoir ma place dans ce système-là. Je ne sais pas comment me situer par rapport à ça. Mais ouais, j'ai pas fait le tour de la plateforme. Et j'aime toujours autant YouTube, mais je préfère quitter YouTube en me disant j'ai fait mon temps, j'ai fait tout ce que je voulais faire, et on finit par une note positive avec un dernier vlog lecture, parce que du coup il y aura qu'un vlog lecture et il y aura rien d'autre sur la chaîne par la suite. Et la chaîne restera ouverte, hein, vraiment, je la supprimerai pas pour ceux qui ont envie de venir regarder des vidéos, parce que moi je sais que je le fais avec plein de chaînes, donc j'ai pas envie de vous priver de ça. Mais il y aura pas de nouvelles vidéos, alors à part si je décide, je sais pas, de me dire allez, une fois par an je reviens juste pour vous faire mon top de l'année, et tant pis s'il y a personne qui la regarde, parce que c'est juste en mode hey, coucou, c'est la vidéo annuelle. Ou alors je vais créer une autre chaîne YouTube sur un thème complètement différent, franchement j'en sais rien du tout. Mais j'ai pas envie de recycler une communauté en me disant ouais, ils vont me suivre quoi qu'il arrive par rapport à ma personnalité. Non. Donc ouais, c'est vrai que ça a été assez, spontané et assez, pour certains, assez brutal, comme si c'était une prise de décision qui n'était pas réfléchie, mais c'est pas la première fois que je pense à quitter YouTube, je l'avais déjà fait, j'étais partie 4 mois je crois, 3-4 mois, et après j'étais revenue en me disant non mais en fait ça me manque, et pareil je devais aller en cours, donc j'étais là bon, j'aurais jamais le temps avec mes études, mais en fait je m'étais tellement mise la pression sur mes études que j'arrivais à pas me mettre la pression pour YouTube, mais en fait je suis quelqu'un qui ne travaille que sous pression, qui me met la pression sur tout, et là j'apprends à me dire que non en fait tu as le droit de ne pas être sous pression, tu as le droit de te mettre la pression pour certaines choses, notamment ton travail qui consiste littéralement à assister des êtres humains qui sont fragilisés, donc c'est important pour toi de te mettre la pression pour ça, pour bien faire ton travail. Par contre, tu devrais pas te mettre la pression pour parler de bouquins que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu devrais pas te mettre la pression pour tourner et monter une vidéo par semaine. Tu devrais pas te mettre la pression parce que oh là là, t'as pas fait d'update sur tel K-drama, ou oh là là, t'as pas parlé en long, en large et en travers de ô combien Oshi est exceptionnel, vous voyez. Et c'est des choses pour lesquelles je me mettais la pression, et je veux plus mettre la pression pour ça. Et même si j'aime YouTube et que j'aimais encore faire tout ça et que ça m'embête, enfin il y a une partie de moi que ça embête d'arrêter, bah je sais que c'est la meilleure décision à prendre. Et des fois, c'est pas forcément. Des fois, faut pas trop s'écouter, ou écouter ce qu'on a besoin de faire plutôt que de ce qu'on a envie de faire. Mais oui, dans mon cas de figure, même si j'aime cette plateforme, même si j'aime ce qu'elle représente, même si j'ai adoré faire des vidéos et vous accompagner pendant de nombreuses années, mine de rien, j'ai quand même ce besoin de me détacher de YouTube et de la pression que j'ai mise dessus et de la pression que je me mets constamment par rapport à tout ça. J'ai aussi envie de me retrouver toute seule avec mes livres, pour prendre du temps, pour lire peut-être plus lentement ou plus vite encore pour dégommer du livre, parce qu'en fait j'aurais pas le côté réseaux sociaux de ah faut que je tienne à informer les gens de ce que je suis en train de lire. J'ai envie de partir dans tous les sens avec de l'écriture, avec de la peinture, avec toutes ces choses là qu'en fait je m'interdis indirectement, ou je me dis attends faut que je fasse mon update, parce qu'en fait c'est aussi important pour moi de partager avec la terre entière tout ce que je suis en train de faire. Maintenant j'ai plus forcément ce besoin là, et j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, je pense, ou peut-être que je suis enfin vraiment alignée avec moi-même, en tout cas bien plus que je l'étais ces dernières années, et du coup bah plus besoin de tout ça. Et pour autant, je suis vraiment trop reconnaissante de ce que j'ai pu vivre sur Internet, en sachant que bon, ça fait des années que je suis sur Internet, depuis mes 13 ans les gars, ça fait 19 ans que je suis sur Internet et que j'ai interagi avec des gens, donc au début c'était avec des histoires, puis après des fanfictions, après il y a eu plein de réseaux sociaux, et après il y a eu YouTube pour moi, et c'était vraiment très chouette, et j'oublie pas tous les bons moments que j'ai passés, j'oublie pas les opportunités aussi, parce que même si j'ai jamais voulu me professionnaliser, quand vous avez l'occasion d'avoir un partenariat avec une maison d'édition, enfin moi à l'époque je crois que c'était 2020, j'étais en partenariat avec Hugo Roman, c'était la folie dans ma tête, vraiment c'était fou de vivre ça. 2020-2021, ah je sais même plus les gars, enfin bref, c'était quand même fou d'être partenaire avec une telle maison d'édition qui faisait toute une campagne de recrutement où en fait fallait être un super influenceur pour avoir des bouquins de leur part, c'était genre ouf. Et même si y a plein de choses à reprocher au système de partenariat, bah, j'étais contente d'expérimenter ça. J'ai eu l'opportunité d'avoir plein de services presse, et bien sûr que c'est même si ça devrait pas être un phénomène puisqu'ils sont distribués à peu près à la moitié de la Terre, même si ça devrait pas être quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel et de se sentir privilégié quand on en reçoit, bah ça reste quand même un privilège à l'heure qu'il est. Et j'étais trop contente de pouvoir vivre ça, de pouvoir contacter des maisons d'édition et d'avoir des retours positifs derrière, qu'on m'envoie le livre, qu'on repartage mes chroniques, qu'on regarde mes vidéos. Enfin franchement c'est des choses à ce niveau-là, c'est assez fou. Des gens peuvent me reconnaître aussi dans des salons, et ça par contre je m'en remets toujours pas que des gens sachent qui je suis. C'est vraiment... Alors les gens qui ont réussi à m'approcher, je pense que j'ai été la personne la plus gênante au monde. Mais il n'y a rien de naturel dans le fait que des gens viennent voir d'autres gens, qui sont des gens ordinaires, vous voyez. Genre, j'ai pas de statut de star, enfin, j'ai rien fait d'exceptionnel dans ma vie, j'ai jamais écrit de chansons. Enfin, si, mais elles ont jamais été jouées à la radio, j'ai jamais joué dans un film, j'ai pas de talent, en fait. Vraiment, c'était en mode, ok,
Les gens viennent juste dire qu'ils adorent ce que je fais, alors que ce que je fais, c'est montrer ma tête et parler de bouquins. C'est ça, ou ce truc de réseaux sociaux et d'influenceurs avec des gros guillemets, mais ce truc-là est assez étrange qu'on vienne vous voir pour ça. J'ai pu me faire des amis qui sont restés ou pas, et c'est assez incroyable de dire que une plateforme comme YouTube peut créer ça. Et je pense que ça se perd aussi, ces liens-là. Et j'avais aussi une forme de naïveté quand j'ai débarqué sur YouTube, où je pensais que les gens étaient tous paix, joie et amour, et après tu te rends compte que bah non, et encore plus quand l'argent est impliqué, et quand certaines personnes veulent faire carrière. Mais c'est pas ce que j'ai envie de retenir de YouTube. J'ai vraiment envie de retenir les bons moments en fait que j'ai pu vous partager ici, les rencontres que j'ai pu faire, les gens que j'ai pu aimer, les gens que j'ai pu aider aussi indirectement. Franchement, si j'ai pu vous apporter un petit peu de réconfort dans votre vie, ou si vous avez pu vous intéresser à certains bouquins parce que je vous les ai conseillés ou j'en ai parlé un jour, vous me rendez trop heureuse. Vraiment de savoir qu'il y a des personnes qui se sont dit ok, je vais investir 20 € alors que j'ai pas forcément les moyens pour acheter un bouquin que vous pouvez leur recommander, et que derrière vous l'ayez lu, et en plus quand, allez, miracle, vous l'avez aimé aussi, et que vous venez m'en parler, c'est genre... Et c'est là où je trouve que l'influence est positive, et certains trouvent à y redire en disant qu'on est quand même dans un système de consommation, bah, sur de consommation, mais moi je trouve ça trop chouette de dire en fait t'as suffisamment confiance à la personne et à son avis pour dire ok, ça pourrait me plaire, donc j'investis dans un objet, dans un bouquin, et derrière je le lis, et je vais en parler avec quelqu'un d'autre qui l'a aimé et qui m'a donné envie de le lire. Et ça, on peut le faire dans notre quotidien qu'avec un groupe très restreint de personnes, à part si vous faites partie d'un club de lecture. Mais autrement, il y a très peu de gens avec qui on peut matcher dans la vraie vie pour dire en mode vas-y, on se connaît à peine, mais je te conseille un bouquin, et toi tu l'achètes, et tu fais confiance à la personne, et tu le lis, et tu retrouves la personne derrière pour lui en parler. Enfin, Internet a permis ça, et je trouve ça dingue, et je suis toujours aussi contente de ce phénomène-là, mais voilà, moi j'ai envie de garder ces moments positifs en tête, j'ai envie de garder en tête toutes les conversations qu'on a pu avoir, surtout en DM sur Instagram, mais même dans les vidéos récemment, un peu plus discussion, où j'ai pu livrer des réflexions que j'ai pu avoir sur ma vie, ou des trucs un peu plus personnels. J'ai adoré avoir vos remarques là-dessus, où des personnes m'ont partagé leur parcours de vie, et j'étais là, mais waouh, mais en fait vous êtes tellement inspirants. Vraiment, c'est fou, il y en a qui font des choses que je trouve extraordinaires, et je sais que certaines personnes ont aussi trouvé une forme de réconfort dans mon contenu parce que j'ai parlé de certains sujets, notamment en termes de santé mentale, et il y a des personnes qui m'ont connue où j'étais vraiment mal, et maintenant ils me voient beaucoup plus épanouie et heureuse, et ils peuvent se dire waouh, trop bien. Il y a peut-être aussi une solution pour moi de me dire je suis pas fichue, et vraiment je le dis et je le répète pour ces personnes-là, si vous avez des troubles mentaux, si vous avez des TMD, peu importe, mais si vous êtes en souffrance mentale, vous n'êtes pas seul, on est des milliers, et même au prorata du monde, on est des millions, et parfois même des personnes qui sont pas diagnostiquées, parfois même des gens qui sont dans le déni. Il y a plein de cas de figure différents, mais vraiment vous n'êtes pas seul à vivre ça, et je vous souhaite du fond du cœur d'aller mieux, de trouver des professionnels du soin qui sauront vous écouter et vous accompagner, et peut-être que votre trouble mental n'est pas guérissable, mais on peut vous apporter des soins, et vous n'êtes pas tout seul à vivre ça, et vraiment c'est l'un des messages les plus importants. Et j'ai passé mon adolescence à me dire je suis seule au monde à ressentir toutes ces choses-là, et finalement non. Et encore plus avec mes TND, entre mes TND et mon trouble anxieux, c'est genre waouh. Mais non, on est des millions dans cette situation, et vraiment je vous envoie tout mon courage et toute ma force pour que vous trouviez un petit peu de réconfort auprès peut-être de vos proches, mais aussi auprès de professionnels de santé, parce que c'est important de pas rester seul et de se faire accompagner, et par des gens qui vous écoutent véritablement et qui vous prennent pour qui vous êtes, et qui vous dénigrent pas. Et vraiment, j'espère que cette société évoluera positivement, et qu'un jour on n'aura plus honte d'avoir des troubles mentaux, que ce sera quelque chose de complètement banalisé, et qui sera bien pris en charge, aussi bien d'un point de vue de la société que d'un point de vue financier. Mais je crois que je vis dans une utopie, moi. Donc go se créer une île tous ensemble où on vivra d'amour et d'eau fraîche, et de lecture et d'animaux. Évidemment, c'est mon rêve, hein, que mon petit Poxy soit sur une île avec moi. Une île un petit peu où il fait froid, parce que moi j'aime pas la chaleur, donc bon, ce sera pas au Bahamas, hein. Mais bref, moi je vais continuer de vivre au pays des bisounours, et d'imaginer un monde merveilleux, parce que c'est ce qui me permet de tenir mentalement. Et si vous avez besoin de vous créer votre propre petite bulle pour pouvoir tenir mentalement, bah faites-le. Allez à des concerts si ça vous permet de vous faire kiffer dans la vie. Voyager si vous en avez l'occasion, parce que vraiment, c'est l'une des meilleures choses au monde pour savoir qui on est, et pour découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles façons de vivre. Et si vous n'en avez pas les moyens, il y a plein de moyens de s'évader de la réalité, notamment avec la lecture, et à d'autres moments il faut se reconnecter avec la réalité, puisque apparemment on n'a pas le droit de vivre complètement en autarcie. Ma neuropsy elle m'a dit qu'on n'avait pas trop le droit, donc bon.
écouter. On va écouter ma neuropsy et on va essayer de vivre dans ce monde, même si c'est difficile. Mais voilà, je voulais terminer par un message d'espoir et je deviens chaotique avec un humour nul et avec Holden qui est venu resquatter entre temps parce que quand même il fait froid dehors. Mais voilà, souvenez-vous que vous n'êtes pas tout seul et je vous remercie pour toutes les années que j'ai passées à vos côtés. Et j'essaie de pas être sentimentale parce que autrement je vais pleurer et je peux pas pleurer. Mais j'ai passé des superbes années grâce à vous. J'ai pu réécrire alors que pendant des années j'avais arrêté. Et j'ai pu créer plein d'univers et il y a des gens qui ont pu les lire, que ce soit via YouTube ou via d'autres réseaux sociaux. Et vous m'avez encouragé pour plein de choses. Et la plupart sont restés ou m'ont soutenu. Et même avec ma vidéo d'annonce de départ, bah du coup il y a des gens qui ont enfin eu la notification parce que YouTube est attiré par le négatif et met ça en avant. Donc il y a des gens qui sont en mode oh non mais tu pars, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu tes vidéos, elles circulaient plus. Et c'est genre oh. Mais voilà, je suis vraiment reconnaissante pour tout ça. Et je vais arrêter maintenant avant de me mettre à chialer. Mais merci pour tout ça. Et je ne sais pas comment arrêter cette vidéo. Donc Miminou et moi vous souhaitons une bonne continuation pour votre vie en espérant que vous soyez heureux et heureuse, que la société s'améliore un petit peu. Et en attendant, je serai encore un petit peu présente sur Instagram, mais voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Et je vous assure que je l'ai pas kidnappé, hein. Il va bien. Bon, fais un petit peu un visage mignon, Olen. Il n'y aura pas de visage mignon, mais je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Au revoir.